Il commençait à faire nuit, et la soirée trouva deux amants s'embrassant passionnément. La jeune fille a demandé à son partenaire pourquoi il l'avait embrassée. La pleine lune brillait à travers leurs fenêtres. Il lui répondit simplement et lui rappela qu'elle-même voulait qu'il l'aide à oublier tout ce qui s'était passé auparavant. Et pour cela, il a dû tout changer, même son apparence. Laetitia Violette était allongée sur le lit, les yeux tristes et remplis de larmes. Il s'étira, jouant avec son torse musclé, et se demanda pourquoi elle était attirée par lui alors qu'elle avait tout perdu. Laetitia était allongée et regardait tristement le plafond. Son mari l'avait quittée. Il l'avait quittée pour quelqu'un d'autre. Elle a pleuré et a pensé à quel point c'était grave qu'il lui rappelle à nouveau sa tragédie spirituelle. Le gars s'est encore senti désolé pour la fille. Il la serra dans ses bras et l'embrassa tendrement. À ce moment-là, elle pensait qu'il était parfait et qu'il n'avait aucun défaut. Tout s'est passé si vite que Laetitia ne pouvait pas comprendre comment tout cela s'était passé. Elle était sûre d'une chose. Elle était très heureuse dans ses bras. Une jeune femme buvait du café dans une tasse élégante, et soudain son mari lui proposa de divorcer. Elle a décidé que c'était une mauvaise blague le jour où ils étaient censés célébrer leur anniversaire de mariage. Son beau mari, Astor Winchester, a dissipé ses doutes en disant qu'il était vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il lui dit que son nouvel amour était une femme simple qui n'était pas encline à penser à l'Éternel. Pendant ce temps, la main de Laetitia serrait nerveusement l'ourlet de sa jupe. La femme n'a pas pu le supporter. Elle s'est penchée sur son mari assis à table et lui a demandé avec colère s'il allait continuer à parler de divorce. Au même moment, Astor disait déjà à sa maîtresse qu'il pouvait enfin rembourser ses dettes. Laetitia a demandé en criant où son mari avait trouvé l'argent pour payer ses dettes. L'homme lui a également répondu d'une voix élevée et a crié qu'il était en mesure de restituer la totalité du montant de l'investissement. C'est vrai qu'il était un peu en retard, a admis le bel homme. Winchester avait toujours été égoïste et le blond pensait qu'il le resterait. Astor a continué à boire du thé dans une tasse élégante et à écouter les cris sur son incapacité à percevoir ses erreurs. Notre famille a fait faillite. Laetitia a continué à crier hors de sa tête. Mon père a dû prendre des mesures extrêmes. Le cri de la femme a commencé à se transformer en hystérique. L'argent ne veut rien dire, mais l'attitude de la société change dès que vous perdez votre statut. Mon père a fait faillite à un moment donné, précisément parce qu'il n'était pas en mesure de recevoir ses investissements à temps. En conséquence, il s'est suicidé. Astor a obtenu cet argent pour une raison simple. Il était son mari et elle était la fille préférée de son père. Laetitia a continué à crier après son mari. Astor se souvenait alors avec colère du moment où le père de Laetitia lui avait demandé s'il était prêt à épouser sa fille. Laetitia pensa encore que sans sa maîtresse, son mari n'aurait pas décidé de la quitter. Mais Astor, à cette époque, était tourmenté par des pensées plus mercantiles. Il s'inquiétait de savoir s'il pourrait recevoir une compensation. Et en général, c'est peut-être déjà assez de parler d'argent? Le bel homme aux cheveux noirs était complètement en colère. Et que va changer la compensation? Mon père reviendra-t-il à la vie? Laetitia a continué à être hystérique. Elle ne pensait pas que son mari serait aussi méchant. Quelle idiote naïve elle s'avère être. Elle pensa encore une fois à Astor avec sa colère et son hostilité. Le mari n'a pas pu le supporter et a crié que toute cette histoire était du passé depuis longtemps. Dès que Laetitia a entendu que ses paroles, ses cris et ses moralisations avaient déjà commencé à mettre son mari à rude épreuve, elle a réalisé qu'elle en avait assez de lui. Elle était trop émotive, ce qui stressait son mari et l'empêchait d'établir de bonnes relations avec elle. L'homme était fatigué du scandale, et il a finalement décidé de dire qu'il en avait simplement marre du mariage. Laetitia se tenait dans l'obscurité totale, pleurait et écoutait ses paroles selon lesquelles il était grand temps pour lui de penser au divorce. Il a expliqué à quel point il lui était difficile de regarder son visage triste. Le macho aux cheveux noirs a déclaré que dans de tels moments, il se sentait comme une vraie bête. Astor a demandé à sa femme de divorcer et de mettre fin à cette agonie. Il a expliqué qu'il voulait enfin devenir heureux, fonder sa propre famille et être heureux avec sa bien-aimée. Laetitia a été abasourdie par les paroles de son mari et elle a tristement baissé la tête. La femme lui a dit qu'elle était contre le divorce parce qu'elle voulait un enfant. Elle voulait que cet enfant soit comme elle. « Mais tu ne peux pas accoucher », répondit durement Astor. En colère, la femme a arraché l'alliance de sa main et l'a jetée par terre avec colère. Comment ose-t-il parler de l'enfant? Pensa Laetitia. La femme était assise sur un banc dans la cour et réfléchissait à la raison pour laquelle elle était devenue stérile. Après tout, c'est lui qui l'a poussée dans les escaliers et elle a perdu l'opportunité d'avoir des enfants. Bien sûr, il a ensuite demandé pardon, mais il était déjà trop tard. En échange de son terrible acte, il a promis de la prendre pour épouse. Elle n'était encore qu'une enfant,
Et le mot mariage non seulement la rendait heureuse, mais au contraire l'effrayait même. Le prochain mariage était censé être pour lui un repentir. En tant qu'adulte, Laetitia a rappelé à Astor sa promesse de se marier et de vivre ensemble pour le reste de leur vie. Il était agenouillé devant la jeune femme, et la servante les observait de loin. C'était Lyanna qu'Astor aimait plus que la vie elle-même. Lyanna a entendu la promesse d'un mariage et a fondu en larmes. Comment sa bien-aimée a-t-elle pu lui faire ça? La mère est sortie de la maison. Elle cherchait Laetitia. La mère n'a pas eu pitié de la fille. Au contraire, elle lui a reproché de ne pas protéger son corps. Laetitia a pleuré et la mère d'Astor s'est réjouie et a dit que personne n'avait besoin d'elle stérile. La mère se tourna vers le père et lui demanda s'il avait quelque chose de définitif à dire. L'homme aux cheveux gris s'est approché de Laetitia et lui a dit qu'il savait très bien combien d'efforts elle avait déployés pour s'assurer que tout allait bien. En la serrant dans ses bras, il a précisé que l'effort et le travail seuls ne suffisent pas pour une relation. La mère s'est cruellement dépêchée. Toutes vos affaires ont été récupérées et vous attendent à l'entrée. Partez. Appréciez notre gentillesse. Nous vous avons même fourni une calèche. Laetitia regarda ses affaires et eut l'impression qu'il l'attendait depuis longtemps, avant même que le divorce ne soit signé. La jeune fille était toujours debout sous le porche lorsqu'une bassine d'eau s'est déversée sur elle d'en haut. Olivia Winchester, la sœur d'Ator qui a versé l'eau, s'est excusée et a prétendu qu'elle n'avait pas remarqué Laetitia debout près de la maison et lui a donc versé de l'eau. Eunice sourit malicieusement depuis le balcon et regarda Laetitia qui était trempée. La belle aux cheveux noirs a continué à rire sur le balcon et a exprimé des inquiétudes malveillantes quant à savoir s'il faisait froid pour la femme mouillée en dessous. Laetitia se tenait en bas et pleurait. Elle avait froid, était mouillée et très, très bouleversée. C'est toujours une robe de grand-mère et Uni a continué à ricaner. Bien sûr, j'aimerais vraiment vous faire visiter les lieux. Mais malheureusement, je manque cruellement de temps, continua Olivia en ricanant. Laetitia continua de pleurer et vit soudain Astor avec sa nouvelle passion. Il fit le tour du palais avec elle et parla de la préparation de la chambre pour l'invité. Laetitia pensa avec horreur que l'invité aurait sa chambre. Laetitia se précipita vers le château en colère. « Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te comporter ainsi, a-t-elle crié au nouveau venu. La jeune fille était furieuse. Le ressentiment lui serrait la gorge et les larmes coulaient de ses yeux. Les domestiques pouvaient à peine la gérer. N'avait-elle jamais été traitée comme un membre de la famille dans cette maison? Se demanda Laetitia. Et puis elle se souvint de l'air jubilatoire des parents de son mari au moment où ils l'injuriaient et la battaient. Ma mère se réjouissait particulièrement de ces moments-là. Mais la sœur d'Astor n'était pas moins satisfaite des scandales familiaux. Non, ce palais lui a toujours été étranger. Elle n'a jamais été perçue ici comme un membre à part entière de la famille. Astor a finalement divorcé de toi, a demandé la superbe brune avec un éventail jaune vif dans les mains. Vous avez réussi à faire cela correctement le jour de votre anniversaire de mariage. La tête tristement baissée, Laetitia entra dans le hall où était assise sa belle-mère et s'excusa. Elle regarda avec envie la photo de son défunt père qui se trouvait sur la commode. N'était-ce vraiment pas suffisant pour votre Astor de nous mettre en faillite? Une belle femme encore relativement jeune criait après la pauvre Laetitia. La tête baissée, la jeune fille écoutait les accusations selon lesquelles c'était à cause d'elle et de son mari que son père s'était suicidé. Vous m'avez déshonorée. Puis vous avez eu l'audace de retourner dans cette maison. La belle-mère chassa Laetitia en criant. Et comment a-t-elle pu venir dans cette maison? La veuve de son père était tout simplement hors d'elle de colère. Sortez d'ici, scélérat. Vous n'avez pas le droit d'être dans cette maison. La belle-mère était tellement en colère qu'il semblait qu'elle allait l'attaquer à coups de poing. La belle-mère a déclaré que Laetitia ne devrait jamais oser rentrer chez elle et diffamer la mémoire de son père et de son défunt mari. Laetitia a rappelé son enfance, l'époque où elle était si heureuse à côté de son père. Et puis une pensée terrible frappa sa tête brillante. La femme n'a pas eu la force de combattre le monde qui s'était rebellé contre elle, et elle a décidé de se suicider en sautant dans la rivière. Soudain, Astor apparut devant elle avec sa maîtresse. Ils lui ont demandé ce qu'elle faisait ici toute seule. Dans le regard du bel homme aux cheveux noirs, il n'y avait pas une goutte de compassion, seulement du mépris et même du dégoût. En même temps, il tenait doucement sa nouvelle passion par la joue et craignait qu'elle ne glisse. Lyanka Snowser était depuis longtemps la maîtresse d'Astor et exprimait le désir de parler personnellement à Laetitia. Astor serra doucement la jeune fille dans ses bras et lui répondit que, bien sûr, il n'avait rien contre et qu'il était prêt à se livrer à tous ses caprices. La maîtresse est venue et a demandé à l'amie de Laetitia si tout allait bien. « Tu n'as pas froid ici ?» Elle a même remarqué à quel point les mains de la femme étaient froides. Avec une naïveté presque enfantine, Lyanka a invité Laetitia à faire une promenade ensemble.
Elle a été très bouleversée lorsque la jeune fille, bouleversée, l'a refusé. Il s'avère que Miss Snowser voulait parler à la femme d'Astor de ce qui s'était passé avant la mort de son père. Laetitia a été incroyablement surprise par ce qu'elle a entendu. Comment cette jeune femme sait-elle ce qui s'est passé? Pensa-t-elle. Lianka était très heureuse que l'ex-femme d'Astor l'entende enfin. Elle a continué à demander à Laetitia si elle chérissait son père. La femme fut très surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi la maîtresse de son mari parlait de son père, et comment elle savait pour lui et tout ce qui s'était passé. Lianka a continué à entraîner Laetitia en promenade. Elle m'a finalement intriguée lorsqu'elle a menacé que si la femme ne décidait pas de partir maintenant, elle n'entendrait plus jamais le secret. Craignant la trahison et la cruauté d'une femme qui avait séduit un homme marié, Laetitia emboîta le pas. Ayant un peu repris ses esprits, Laetitia décida de se venger de la mémoire de son père et gifla Lianka au visage. Mais au lieu de larmes et d'hystérie, Lianka a ri et a traité la fille de drôle. Elle a continué à tourmenter Laetitia, lui demandant si elle trouvait étrange le comportement de son père avant son suicide. Les personnes prêtes à se suicider peuvent-elles se comporter de cette façon? Au minimum, le père aurait dû laisser un testament. Laetitia se souvient que son père n'avait pas modifié son testament avant sa mort. Lianka a réfuté ses pensées, affirmant que son père allait indiquer une héritière dans son testament. Elle s'appelle Laetitia Violette, mais il n'a pas eu le temps de modifier son testament, et personne ne savait pourquoi cela s'était produit. Laetitia a demandé à la jeune créature insidieuse qui en savait tant sur le passé de sa famille, qui avait réellement bénéficié du fait que son père n'avait pas modifié le testament. Et puis il lui est venu à l'esprit que nous parlions de Ksenia, sa belle-mère. Elle est née dans une famille riche, mais, restée avec un petit enfant après la mort de son mari, n'avait aucun moyen de subsistance. À ce moment-là, le père de Laetitia a simplement eu pitié de la veuve avec un enfant orphelin et l'a épousée. D'ailleurs, elle était aussi une parente éloignée de la famille Violette. Il s'avère que si son père avait réussi à modifier son testament, Laetitia serait désormais une femme riche et n'aurait besoin de rien. Et la belle-mère ne pouvait pas devenir chef de famille. Soudain, Laetitia fut frappée par une pensée terrible. Le père ne se souvient pas de sa mort et l'ex-mari de Ksenia n'est probablement pas non plus décédé à cause d'une maladie. Lianka vit que Laetitia ne lui faisait pas particulièrement confiance. Elle a donc suggéré d'aller au village et de trouver des témoins de ces années-là. La seule chose que Laetitia ne comprenait pas, c'était pourquoi la maîtresse de son mari l'aidait. Mais Lianka a expliqué qu'elle n'aimait pas non plus Ksenia. Laetitia n'en croyait pas ses oreilles. Il s'avère qu'en faisant semblant d'être ivre, Ksenia s'accrochait vraiment à Astor. Beaucoup de gens ont vu une telle image, donc Ksenia ne pourra pas s'en sortir. Il semblait que Lianka sympathisait vraiment avec Laetitia, mais tout cela n'était qu'une tromperie. Elle a méchamment planté un couteau dans l'ex-femme d'Astor. Laetitia n'a même pas eu le temps de vraiment avoir peur. Elle regardait la maîtresse de son mari avec de grands yeux. Elle a jeté le corps du pauvre garçon dans la rivière sans aucun pincement au cœur. Dans le même temps, elle a également traité Laetitia d'imbécile qui n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à son père. Lianka appréciait sa cruauté et était heureuse que Laetitia rencontre bientôt son père. La femme plongeait sous l'eau et souffrait énormément. Cela ne fait pas mal à cause du couteau, mais du fait qu'elle croyait en sa famille et vivait pour eux. Il s'est avéré que c'était en vain. Elle se rappela à nouveau à quel point elle était heureuse lorsque son père était encore en vie. Soudain, juste sous l'eau, elle entendit une voix qui l'appelait à arrêter de pleurer. Elle n'eut pas le temps de reprendre ses esprits avant de se retrouver dans les bras d'un bel homme blond. Il l'a sortie de l'eau et a expliqué à quel point elle était bonne et à quel point elle était bien faite. Laetitia reprit ses esprits et ne comprit pas où elle se trouvait. La blessure ne la dérangeait plus. Un jeune et bel homme entra dans la pièce, le même blond. Il vit que la jeune fille s'était déjà réveillée. Il se tenait sur le pas de la porte et lui faisait gentiment des reproches, lui rappelant à quel point elle le dérangeait la nuit lorsqu'elle lui demandait de la serrer constamment dans ses bras. Laetitia se tenait debout dans sa chemise de nuit et n'en croyait pas ses yeux. Devant elle se tenait en personne l'empereur sionien lui-même, venu de l'état miraculeux de Westeros. Le bel homme aux yeux bleus confirma avec un sourire que tout était correct. Il était l'empereur de Westeros. La femme voulait savoir pourquoi il l'avait sauvé. Elle lui a posé des questions à ce sujet. L'empereur a déclaré qu'elle devait d'abord répondre si elle était l'enfant de sang du comte Violette et la belle-fille du marquis de Winchester. Les larmes aux yeux, la jeune fille a écouté sa prochaine question sur la façon dont elle s'était retrouvée dans la rivière, et même avec un couteau sorti de la poitrine. Les souvenirs lui firent saisir la blessure encore douloureuse avec sa main. L'empereur lui rappela que c'était lui qui arrêtait le saignement et veillait à ce que la blessure ne s'envenime pas. C'est lui qui a fait tout son possible pour sauver la pauvre Laetitia.
Langaro Mahashan, l'adjudant, a crié à la porte. Il fut choqué par ce qu'il voyait, par ce que faisait l'empereur. Sans aucune crainte, l'adjudant a réprimandé la blonde pour le fait que la jeune fille n'avait pas encore vraiment repris ses esprits et qu'il la tourmentait déjà de questions. L'homme lui a également demandé si elle avait peur lorsqu'elle se réveillait dans un nouvel endroit. Il s'avère qu'ils étaient sur un bateau. C'est à bord du paquebot Westeros que l'empereur aperçut Laetitia en train de se noyer. La fille a réfléchi à quel genre de magie il s'agissait. Westeros lui-même, un état de conte de fées où Dieu a finalement vécu. C'est probablement la raison pour laquelle un enfant aussi inhabituel est né dans la famille. En raison de ses capacités divines, il était appelé Sel. L'empereur commença à rassurer Laetitia en lui disant que le paquebot avait changé de direction et qu'il ne naviguait plus vers l'est. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Le bel homme a commencé son histoire en la découvrant dans la rivière, alors qu'il explorait les alentours de la ville. Environ une semaine après son sauvetage, elle était toujours au bord de la vie ou de la mort. La jeune fille se demandait si l'empereur traitait toujours d'une manière aussi inhabituelle. Pendant le traitement, il touchait constamment sa peau. Se souvenant de toutes ces horreurs, Laetitia lui a demandé s'il avait dit à sa famille qu'elle avait survécu. L'empereur répondit que les maisons avaient déjà commencé à préparer ses funérailles. Il s'avère que Xenia a répandu des rumeurs selon lesquelles, déprimée après la mort de son père, Laetitia s'était également suicidée en se jetant dans une rivière en furie. L'empereur a vu le couteau dans la poitrine de la brune et n'a donc pas cru un seul mot de sa famille. L'empereur a rencontré Astor et lui a demandé « Xenia a-t-elle enfoncé un couteau et jeté la fille à l'eau? Après tout, elle était la dernière à la voir. » Laetitia a entendu la conversation et a déclaré que ce n'était certainement pas Xenia qui avait commis cet acte. Elle a rapporté que la maîtresse de son mari, Lyanka Snowweiser, l'avait jetée dans la rivière. L'empereur se souvint immédiatement de la jeune fille aux cheveux bleus et aux étonnants yeux violets. Il se souvenait également de la façon dont la fille trompeuse avait pleuré lors des funérailles. Immédiatement, l'empereur demanda à Laetitia si elle allait retourner auprès de son mari. La jeune fille agrippa nerveusement le bas de sa robe et pensa qu'il valait mieux qu'elle meure à ce moment-là plutôt que d'éprouver une telle honte. Et soudain, rassemblant toute sa volonté dans un point, Laetitia pensa qu'elle n'avait absolument pas besoin de mourir. Elle ferait mieux d'élaborer son propre plan et de se venger de tous pour ses souffrances. L'empereur entra dans sa chambre et lui dit qu'il avait une proposition intéressante. Il voulait aider et proposer à Laetitia un plan de vengeance parfaite. Son plan était si cruel que tous les méchants de Laetitia durent souhaiter leur mort. Sa Majesté était convaincue qu'en écoutant sa fille, elle non seulement se vengerait, mais retrouverait également sa position dans la société et son héritage légitime. Sa confiance s'est transférée sur la jeune femme, et elle a cru pouvoir reprendre sa vie en main. La seule chose qui inquiétait Laetitia était de savoir combien elle paierait pour son aide. Elle a interrogé le bel empereur à ce sujet. En souriant, l'empereur confirma que, bien entendu, il exigerait d'elle un paiement. La jeune fille gisait et pensait que Laetitia Violette Winchester était morte pour toujours. Laetitia a coulé. Que devrait-elle faire d'autre? L'empereur appréciait sa débrouillardise. Il s'assit sur le lit de Laetitia et lui dit que celui qui avait tué la personne qui lui était chère habitait à Notre-Land. Pour découvrir qui il est, Laetitia va devoir entrer dans la haute société et le déclassifier. C'est ce rôle que l'empereur assigna à Laetitia. C'était sa rémunération pour son aide. L'empereur promet de lui donner une nouvelle vie et un nouveau statut. Grâce à ses super-pouvoirs, l'empereur a promis de la transformer en une personne complètement différente. Il pouvait s'assurer que les proches de Laetitia ne pourraient pas la reconnaître. Cela a beaucoup surpris la femme. Ce bel homme blond pourrait-il vraiment changer d'apparence? L'empereur sourit mystérieusement et répondit à la jeune fille que tout était sous son contrôle. Après tout, il est le tout-puissant Sel. En même temps, le beau blond pensait que Laetitia était surprise qu'il fasse de tels sacrifices. Laetitia était également perplexe face à ceux qui se passaient. Dans l'ensemble, ils sont complètement étrangers l'un à l'autre. L'empereur caressa doucement la joue de Laetitia et lui rappela qu'ils s'étaient rencontrés lors de son mariage, ce qui signifiait qu'ils n'étaient plus complètement étrangers l'un à l'autre. En lui prenant la main, le souverain lui rappela qu'il lui avait déjà donné un conseil très pratique. Et en fait, son conseil était qu'elle s'éloigne d'Astor Winchester le plus rapidement possible. En se souvenant du mariage, tout le monde se souvenait qu'en effet, en hiver, Salt était invité au mariage, et son compagnon était le deuxième prince de Notre-Land. Même à cette époque, des rumeurs circulaient à propos du sel, selon lequel il pouvait guérir les gens et éliminer les malédictions. Laetitia pouvait-elle, à cette époque, imaginer qu'elle serait capable de le voir de si près? Le bel homme blond assis devant elle était le légendaire Salt de Sion.
Xenia considérait l'apparition d'invités aussi éminents au mariage comme étant entièrement son mérite. Après tout, c'était sa meilleure amie d'enfance qui était la mère du deuxième prince présent à la célébration. Xenia était alors très inquiète de savoir si le cuisinier serait capable de préparer de délicieux plats occidentaux. À cette époque, tout le monde sans exception pensait que les entremetteurs de Laetitia allaient trop loin. Par contre, c'est le mariage de ma fille unique. Seul Astor était contre les vacances luxueuses. Laetitia croyait que son amant était devenu si triste parce que, comme vous le savez, lorsqu'une fille, une épouse, vient dans la famille, le fils devient un étranger. La sœur d'Astor, Olivia Winchester, voulait alors vraiment que Salt prononce le discours d'ouverture du mariage. La plupart des proches étaient contre. Si l'empereur commence à parler, aucun des invités ne pourra dire un mot. Mais Xenia elle-même aimait l'idée du discours de l'empereur. Olivia a décidé d'aller elle-même voir l'empereur et de lui demander de faire un discours. Les proches n'ont pas oublié d'attirer l'attention d'Astor sur la façon dont Olivia essayait de plaire à sa jeune femme. Ils ont tous dit à Laetitia d'apprendre d'Olivia et de suivre son exemple. Olivia revint de chez l'empereur et tout le monde commença à lui demander si elle était capable de parvenir à un accord. Elle répondit que l'empereur n'accepterait que lorsque les héros de l'occasion eux-mêmes le lui demanderaient. Xenia a demandé à Astor de demander un discours à Sa Majesté. Astor ne comprenait pas du tout pourquoi il devait faire cela, et pourquoi ils avaient besoin du discours de mariage du bel empereur. Ensuite, la joyeuse et bonne humeur Laetitia a commencé à demander à son jeune mari d'aller ensemble chez l'empereur et de le supplier de les féliciter pour les vacances. Son principal argument était que le discours de l'empereur pourrait rehausser la réputation de la famille Winchester. Il y avait une telle supplication dans ses yeux incroyablement beaux qu'Astor ne put le supporter et accepta. Lorsqu'ils s'approchèrent ensemble de l'empereur, il demanda au prince assis à côté de lui de qui il s'agissait. Laetitia et Astor s'inclinèrent et se présentèrent à Sa Majesté, Soli. L'empereur se moqua d'eux. Surpris que la famille soit si persistante dans ses demandes, Astor pensait également que les félicitations que Salt prononcerait sauveraient la famille de la pauvreté. Malgré le fait que Salt n'a même pas pris la peine de se souvenir des noms des jeunes mariés, il a accepté de les féliciter. Mais soudain, l'empereur dit avec colère à Astor qu'il n'avait aucune envie de bénir sa jeune famille pour lui porter chance. Astor était hors de lui de colère. Allongé de manière imposante sur le canapé, l'empereur réfléchissait. Lui aussi était en colère. Astor avait déjà regretté d'avoir décidé de se tourner vers l'empereur. Après s'être excusé, il se dirigea vers la sortie, mais Laetitia le retint par son manteau. Le jeune mari était en colère. Il a commencé à crier après Laetitia, lui rappelant qu'au départ, il ne voulait pas aller voir l'empereur. La jeune épouse a également regretté de s'être impliquée dans une affaire à laquelle même Olivia, la plus expérimentée, ne pouvait pas faire face. À ce moment-là, l'empereur regardait de côté le marié en colère abandonner sa fiancée seule au moment du mariage. Malgré sa propre offense, Laetitia trouva la force de s'excuser auprès du bel homme blond. Le jeune prince, ami de l'empereur, commença à calmer la jeune fille. Soudain, l'empereur leva la main et ordonna à la jeune fille de s'arrêter. Il semblait que le bel homme voulait dire quelque chose à la fille. Confuse, Laetitia s'arrêta et entendit immédiatement que l'empereur lui avait ordonné de partir. Elle avait l'air vide parce qu'elle ne comprenait pas le sens de cette phrase. L'empereur expliqua qu'il voulait que Laetitia quitte rapidement cet idiot, Astor. Il a soutenu qu'elle ne pourrait jamais être heureuse avec un tel égoïste. Il se retourna et la jeune fille commença à s'éloigner lentement de son amant. Le blond la regarda et remarqua qu'elle était une idiote. En lui prenant la main, le bel homme remarqua que la jeune fille ne l'écoutait pas. Le gaz a remarqué que la fille l'aimait probablement tellement. La blonde le jettera sur le ring et demandera à la jeune fille de se souvenir de ce qu'elle a reçu en réponse à cet amour. La jeune fille remarqua que c'était comme si de l'eau avait simplement été ajoutée à un verre de poison. La blonde lui a demandé s'il l'aiderait vraiment à se venger. « Nous répondrons par l'affirmative », sourit le bel homme. Avec de la détermination dans les yeux, la jeune fille a déclaré qu'elle acceptait sa proposition. Sionian a rappelé qu'ils avaient conclu un accord. La blonde ordonna à la jeune fille de lui embrasser le pied. Le gars a expliqué que dans son état sacré de Westeros, il existait une coutume selon laquelle il fallait toucher les jambes d'un membre de la famille royale avec ses lèvres. Le bel homme a expliqué qu'en faisant cela, elle recevrait une bénédiction et que cela signifierait soumission et témoignage de sa vie. La fille a regardé le gars qui se tenait à côté d'elle, et j'ai réalisé que j'en avais déjà entendu parler. La maison de l'ancêtre royal de l'État était le demi-dieu de Westeros. Le demi-dieu recevait des serments spéciaux de la part de ses subordonnés. Pour cette raison, cette coutume est devenue une tradition de la famille royale. Il m'a expliqué que dès que la fille se rendrait chez lui,
Elle ne pourrait plus jamais retourner dans son corps. En serrant la chemise, la jeune fille décida que c'était encore mieux. Laetitia s'est rendue compte qu'elle était stupide parce qu'elle a enduré le mépris de sa maîtresse insidieuse jusqu'au moment de sa mort. La blonde a dédié tous les biens de sa famille à son mari infidèle. Pour la blonde qui a perdu son père bien-aimé, c'était l'occasion de se débarrasser de la stigmatisation. Regardant Sionian avec des yeux d'espoir, elle lui demanda s'il tiendrait définitivement sa promesse. Le gars a rappelé qu'à partir de maintenant, la fille devrait s'incliner devant lui comme un membre de la famille et lui obéir complètement. La blonde ferma les yeux comme pour accepter ce sort. Les signes magiques sur les mains du bel homme commencèrent à émettre une lumière blanche et froide dans l'obscurité de la nuit. Sionian a demandé si la jeune fille était inquiète. À cause de la tension, des gouttes de sueur froide coulèrent sur le visage de la jeune fille. La blonde a expliqué qu'elle était un peu inquiète pour son apparence. Laetitia se regarda dans le miroir avec ravissement. La jeune fille a laissé entendre que même ses parents ne la reconnaîtraient pas. Maintenant, la couleur des cheveux de Laetitia était exactement la même que celle d'Astor. La brune sentit son visage et sut que ses traits étaient redevenus plus clairs et que ses yeux étaient beaucoup plus perçants qu'avant. La jeune fille était surprise que Sionian soit capable de changer autant de visages rien qu'en le touchant. Le monsieur a demandé au gars en noir s'il pensait que c'était du bon travail. En souriant, il expliqua que la dame semblait sortir d'un tableau. Sionian leur ordonna de compléter l'image. Le type en noir a demandé à Laetitia de le suivre. La brune s'inclina et remercia le sorcier. Sionian a expliqué qu'il n'avait pas besoin de remerciements. Le blond expliqua qu'il voulait que la fille soit utile. Le gars a expliqué qu'elle devait se mettre en quatre pour qu'il ne la quitte pas. Le type lissa doucement ses cheveux noirs. En essuyant ses mains blondes, le type en noir expliqua qu'il ne soupçonnait même pas que la jeune fille était une vieille connaissance de Sa Majesté. Laetitia explique qu'ils ne sont pas si proches que ça. Il a expliqué que maintenant ils sont dans le même bateau et qu'il est désormais difficile de les qualifier d'étrangers. Enfilant les derniers bijoux en lapis-lazuli, il informa la dame que tout était prêt. La blonde lui expliqua qu'il lui parlerait de ses responsabilités. Le gars a expliqué que désormais la fille vivrait sous le nom d'Anna Rose Victoire. La jeune fille sera comtesse de la principauté de Kent, dans les plus hautes sphères de cet État. Le serviteur a déclaré que la jeune fille devrait apprendre tout ce dont elle avait besoin dans l'État de Kent pendant 1 an. La brune a demandé si elle devait y aller. Le gars a expliqué qu'elle devrait adopter de manière indépendante la culture, la manière de parler et le comportement des filles locales. La principauté de Kent était un pays dans lequel une fille ne pouvait devenir comtesse ou marquise que si elle avait suffisamment de capacités. Dans le Northland, les filles ne peuvent pas hériter du trône en raison de traditions bien ancrées. Par conséquent, Laetitia n'a pas pu recevoir le titre, même si elle était le seul nouveau-né. La brune aimait devenir une résidente de Kent, qu'elle enviait tant. La jeune fille, hésitant un peu, expliqua qu'elle n'y était jamais allée. Laetitia a déclaré qu'elle n'était jamais allée ailleurs que dans le Northland. La brune a demandé si elle pouvait s'en sortir. La servante a rassuré la jeune fille en lui disant qu'à Kent, on utilise la langue officielle du continent et que cela devrait lui suffire. La jeune fille a suggéré qu'il y avait là un accent particulier. En tapotant l'épaule de la jeune fille, la blonde lui expliqua qu'1 an lui paraissait court et lui promit qu'il l'aiderait. Que personne ne se douterait de rien. Laetitia s'est rassurée sur le fait que sa nouvelle apparence, son statut et son aide illimitée l'aideraient. La jeune fille s'est convaincue qu'elle devait s'en sortir. Le gars a remarqué qu'elle avait recommencé à saigner. J'ai supposé que la circulation sanguine s'était accélérée en raison du long séjour dans la guerre chaude. Le serviteur suggéra d'aller voir Sa Majesté. Laetitia a insisté sur le fait qu'elle allait bien. Une légère rougeur apparut sur les joues de la jeune fille. La blonde a demandé à la jeune fille de ne pas s'entêter. Le gars a affirmé que Sa Majesté mettait tout le monde dans l'embarras. La blonde a fait valoir que si elle apprenait à mieux connaître Sionian, elle se sentirait plus à l'aise. La fille a demandé ce que le gars voulait dire. Le domestique a expliqué qu'il voulait dire qu'il ne fallait pas s'adapter à son humeur ni essayer de lui plaire. La blonde a dit que seul le bénéfice est important pour le monsieur. Le gars a dit que Sa Majesté n'évalue pas les gens pour des raisons personnelles. Le domestique a demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter. Laetitia se tenait devant la porte. La question dans sa tête était de savoir s'il était si à l'aise. Sionian a demandé ce qui s'était passé. La brune rapporta que sa blessure saignait à nouveau. Confuse, la jeune fille expliqua qu'elle ne voulait pas déranger le monsieur, mais Langaro insista pour qu'elle y aille. Sionian, s'appuyant sur une des colonnes, ouvrit la porte et ordonna à la jeune fille de passer. Le blond posa doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille.
Laetitia se demandait pourquoi sa blessure n'était pas encore guérie. Le monsieur a suggéré que cela n'avait pas été infligé avec un couteau. Soupirant profondément, le bel homme expliqua que ce n'était pas parce qu'il manquait de capacité. En posant sa main sur la plaie, la jeune fille expliqua que grâce à lui, elle se sentait beaucoup mieux. La brune a remercié le gars. La blonde expliqua que le propriétaire obligatoire devait prendre soin du cheval. Le gars passa doucement sa main dans ses cheveux soyeux. Laetitia réalisa qu'il lui caressait la tête comme un chien. La brune réalisa qu'elle n'avait pas été caressée ainsi depuis longtemps. Le monsieur lui a demandé si elle avait vraiment encore une nostalgie du passé. Laetitia a expliqué qu'elle n'avait pas laissé sa vie dans le passé de son plein gré. Elle a insisté sur le fait que son passé avait été enlevé et piétiné. Regardant la jeune fille avec désapprobation, Xionian lui demanda comment elle s'était impliquée dans cette histoire. La blonde remarqua qu'elle n'avait pas l'air d'une personne susceptible. Laetitia a suggéré que dans le jeu, c'était si facile qu'on voulait lui faire du mal au moins une fois. Caressant doucement la main de la jeune fille, le bel homme lui demanda pourquoi les filles du Northland étaient si attachées à leur mari. Xionian se souvient qu'auparavant, dans cet état, il existait une tradition selon laquelle les filles étaient enterrées vivantes avec leur mari. « Regarde-toi dans les yeux. » La brune a expliqué que maintenant tout n'était plus si grave. Laetitia a partagé que son état était conservateur. Le monsieur a demandé si, à cause de cela, son mari pouvait la tromper sereinement. Regardant le sol, la jeune fille a expliqué que les actions des hommes ne sont pas ignorées, mais ne sont pas considérées comme si honteuses. La brune a expliqué qu'elle avait le sentiment que tout le monde se taisait si la tricherie n'interférait pas avec le pedigree ou le statut. Laetitia se souvient tristement de la façon dont son mari avait malhonnêtement fait l'amour avec sa maîtresse. La blonde demanda ce que les filles étaient autorisées à faire. Xionian a demandé ce qui arriverait à une fille si elle trompait son mari. La brune a déclaré que si une femme mariée du Northland trichait, elle était immédiatement rendue à ses parents. La jeune fille a déclaré qu'en plus de la répartition des biens, le traître devra verser une énorme compensation à la famille de son mari. Leurs enfants risquent de ne pas pouvoir hériter. Xionian remarqua que les règles étaient réservées aux filles. Elle a demandé pourquoi il avait posé cette question. Se penchant sur la fille, le gars a expliqué qu'il voulait commettre ce crime. Laetitia n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Caressant le visage de la jeune fille, la blonde lui rappela qu'elle avait été expulsée avant même de commettre une trahison. Sa main descendit progressivement dans le décolleté. Xionian a expliqué que la jeune fille n'avait pas besoin de verser d'indemnisation puisqu'elle était déjà décédée. Le gars a rappelé que la fille n'avait pas d'enfant qui ne pourrait pas recevoir d'héritage. Mordant doucement l'épaule de la jeune fille, le blond suggéra que cela semblerait très étrange. Serrant doucement la jeune fille par la taille, il suggéra qu'il était tout à fait approprié pour ce rôle. Les larmes montèrent dans les yeux de la lumière saphir. La brune demanda de quel bénéfice parlait le monsieur. La fille était habituée à être constamment utilisée comme un outil. Laetitia a été un jouet qui fait fureur dans la maison Winchester toute sa vie. Grâce à elle, il gagnait beaucoup d'argent. Mais elle était mince comme une poupée, la femme d'Astor. Même après sa renaissance, la jeune fille a décidé de ne rien changer. Des suçons et des marques de morsures bleutées apparurent sur les épaules fragiles. Laetitia réalisa que c'était la chance qui lui avait été donnée. La jeune fille poussa la blonde dans le torse luxueux et lui expliqua qu'elle devait retourner dans sa chambre. La brune se dirigea précipitamment vers la sortie. Langaro a demandé au monsieur s'il devait vraiment se moquer de la jeune fille de cette façon. Le gars a demandé à la blonde d'avoir pitié de la brune, car elle était malheureuse. Xionian a expliqué que la jeune fille était elle-même responsable de s'être enfuie sans l'écouter jusqu'au bout. Le gars a demandé ce que les gens suggéraient pour faire semblant d'être amants. La blonde remarqua que la jeune fille avait mal compris le monsieur. Xionian ordonna au serviteur de l'aider à trier ses affaires. Langaro a demandé si le monsieur se souvenait qu'il était le fils du chancelier de Westeros. Xionian a demandé si le blond se souvenait de qui il était. Le monsieur a demandé au garçon de se taire. En baissant docilement la tête, le gars au monocle se souvint que le monsieur n'était pas seulement un prince, mais du sel. Langaro ajusta respectueusement les bijoux du maître dans un silence retentissant. Le blond supposa que le monsieur aux yeux bleus était inquiet de sa déclaration dure. Langaro proposa d'aller résoudre leur malentendu. Il a suggéré qu'une telle construction ne devrait pas entraîner l'échec du plan directeur. Le clair de lune inondait la chambre de la jeune fille. Couverte d'une couverture chaude, la jeune fille tremblait nerveusement dans son sommeil. Des sueurs froides coulaient sur les joues de la brune et ses dents étaient fermement serrées. Dans le rêve, la jeune fille courait à travers le champ. Sa silhouette n'était éclairée que par le faible clair de lune. La blonde entendit une voix familière qui lui ordonnait de venir là-bas.
Les larmes aux yeux, elle se retourna et vit la maîtresse de son mari avec une énorme épée dans les mains. Avec un sourire effrayant, la jeune fille expliqua qu'il était inutile pour elle de s'enfuir. L'ourlet de la robe blanche était couvert de saleté et de nombreux trous. La fille effrayante a suggéré que Laetitia voulait aussi la paix. Notre héroïne a trébuché, se cognant le visage contre la terre. La question à mes oreilles était de savoir si la blonde manquait vraiment de sincérité. De nombreuses insultes pleuvaient sur la jeune fille en rafale, la livrant à ses terribles souvenirs. De nombreuses mains se sont tendues vers Laetitia. La blonde tenta de s'enfuir en panique, suppliant au moins quelqu'un de l'aider. La brune lui saisit brusquement la main. La jeune fille fut surprise de voir Aster et le supplia de l'aider. L'homme relâcha sa main et l'épée tranchante lui transperça le cœur. En pressant son nez contre celui de la jeune fille, l'ex-mari a déclaré que personne ne la sauverait. Des larmes sanglantes coulaient des yeux saphirs. Respirant lourdement et couverte de sueur froide, la jeune fille sauta du lit. La brune se dirigea lentement vers la table avec une variété d'alcools différents. Laetitia a pris une de 16 bouteilles de vin. La jeune fille déboucha la bouteille, réalisant qu'elle ne supportait pas les cauchemars sobres. S'approchant silencieusement dans l'obscurité, Sionian demanda ce que la brune faisait ici à une heure si tardive. Avec un tremblement dans son corps, la jeune fille toussa, et ayant fini le vin de Bourgogne, insista pour qu'elle l'utilise comme sédatif. Le monsieur lui arracha la bouteille des mains et lui expliqua que boire de l'alcool avec une blessure non cicatrisée était une mauvaise idée. Soyons réalistes, Laetitia a tout dit. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas dormir à cause de douleurs à la poitrine. La blonde lui expliqua que dans ce cas, cela valait la peine de venir le voir. Le gars a demandé si la fille ne savait vraiment pas pourquoi elle n'avait pas d'analgésique sur leur navire. Pressant sa main sur la blessure, la jeune fille demanda à nouveau en tremblant. Sionian déchira sa robe et vit une blessure qui saignait. Du sang écarlate tacha le bandage blanc comme neige. La blonde a expliqué que c'était toutes les conséquences de la consommation d'alcool. Touchant la poitrine, Sionian utilisa la magie. La lumière inonda la pièce, guérissant lentement la brune. La jeune fille toucha la main avec le symbole magique avec appréhension. Laetitia baissa les yeux et s'excusa d'avoir causé l'inconfort de monsieur. Les yeux bleus brillaient dans l'obscurité de la nuit. Le gars regarda la fille avec mépris et répéta ses paroles. Laetitia baissa la tête et se leva, les mains jointes, l'air coupable. Après s'être assis confortablement sur le canapé, le blond assura qu'il était déçu par la jeune fille, qu'elle ne le comprenait toujours pas. Sionian invita la jeune fille à s'asseoir à côté de lui. Le gars a expliqué qu'ils avaient encore une conversation inachevée. La blonde a remarqué que la jeune fille ne pouvait même pas contrôler son corps après avoir bu de l'alcool. Agrippant fermement l'ourlet de sa robe, la jeune fille a timidement laissé échapper des mots d'excuse. Le monsieur lui a demandé s'il ne pouvait vraiment pas plaisanter avec elle. Des gouttes de sueur froide apparurent sur le visage de la brune. Elle lança un regard perplexe au blond. D'une voix tremblante, la jeune fille lui a demandé si c'était vraiment une telle blague. Sionian a expliqué que la proposition de changement n'était qu'un moyen de se venger de son ex-mari. La blonde a expliqué que si elle vivait un an à Kent, il serait assez difficile pour les filles de vivre dans le Northland. Le gars a suggéré qu'elle pourrait utiliser son autorité. Sionian a expliqué que s'il avait simplement voulu utiliser la brune comme un outil pour satisfaire ses besoins, il ne lui aurait même pas proposé un marché en premier lieu. Un silence de mort régnait dans la pièce inondée de lumière. Laetitia se sentait assez mal à l'aise. La brune s'est rendue compte qu'un tel homme ne pouvait pas vouloir d'elle, et elle l'a tout simplement mal compris. Baissant les yeux, la belle expliqua qu'elle avait mal interprété ses propos. La brune a expliqué qu'elle avait vainement montré son émotivité et qu'elle se sentait désormais coupable. Laetitia surprit le regard surpris du monsieur. La regardant pensivement, Sionian répondit qu'il s'était déjà expliqué pour ses actes. Le blond a rappelé qu'il n'avait toujours pas reçu d'excuses pour les actes de la jeune fille. Croisant nerveusement les bras sur sa poitrine, la brune lui demanda ce qu'elle devait faire pour qu'il lui pardonne. Le gars a demandé à embrasser ses lèvres, ce qui a béni son sort. Sionian posa doucement son doigt sur ses lèvres. Le blond remarqua que ce n'est qu'après avoir embrassé la fille qu'il accepterait ses excuses. Laetitia se figea et une légère rougeur timide apparut sur ses joues. Elle baissa les yeux de honte, essayant de ne pas montrer ses émotions. La blonde a rappelé que la jeune fille avait déclaré qu'elle serait prête à tout pour se venger. Le monsieur a demandé si ce n'était que des paroles vides de sens. Laetitia a répondu par la négative. La jeune fille a supposé que le monsieur vérifiait si elle était apte au rôle de sa maîtresse. La brune comprit que ce n'était pas réel. Posant sa main sur l'épaule massive de l'homme, Laetitia demanda si le monsieur pouvait fermer les yeux.
Sa rougeur cramoisie n'a pas disparu. La blonde sourit et remarqua qu'elle se comportait comme une vierge. Laetitia ferma les yeux et s'excusa. Elle lui embrassa tendrement le cou. Sionian a expliqué que ses lèvres étaient légèrement plus hautes. Après un baiser passionné, la blonde lui a demandé si elle l'avait vraiment fait exprès. Le gars attira la brune jusqu'à sa taille. La jeune fille s'est excusée en disant qu'elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Laetitia se demandait si elle devait réessayer. Baissant les yeux, le monsieur expliqua que cela ne valait pas la peine de faire ça. La blonde expliqua à la jeune fille qu'on pouvait supposer qu'il lui avait pardonné. Sionian ordonna à la brune de retourner dans sa chambre. Des gouttes de sueur froide coulèrent rapidement sur son visage. La jeune fille réalisa que c'était définitivement un test. Après s'être inclinée, Laetitia souhaita bonne nuit au monsieur. En se retournant, la jeune fille se dirigea avec succès vers la porte. Après avoir déboutonné sa chemise blanche comme neige, le blond révéla une luxueuse butte. Il remarqua que la pièce était devenue très chaude. Baissant les yeux, Sionian se demanda pourquoi son corps brûlait. Le serviteur informa son Altesse qu'ils avaient été contactés par le palais royal. Regardant monsieur, le blond expliqua qu'il demanderait alors réparation pour le préjudice psychologique qui lui aurait été causé. Le blond ordonna à Langaro de partir. Les rayons du soleil levant traversèrent les fenêtres. Une lumière vive et quelques bruits extérieurs ont réveillé notre héroïne. Des bribes de phrases pouvaient être entendues de la part de la jeune fille. Laetitia sortit de sa cabine et demanda pourquoi il y avait autant de bruit dehors. L'homme aux cheveux gris parlait avec M. Langaro. La blonde a demandé à la dame comment tu dormais. Après les mots de gratitude, la brune a demandé ce qui s'était passé. L'homme a expliqué que rien de tel ne s'était produit. Il a demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter. En détournant le regard, la blonde expliqua sarcastiquement qu'ils avaient juste des problèmes de moteur. Surpris, Laetitia a demandé si la réparation prendrait beaucoup de temps. En soupirant profondément, le gars a partagé que la réparation prendrait plus de quelques heures. Langaro a suggéré que les filles soient tout le temps dans la cabine. La brune fut surprise par cette déclaration. La blonde a suggéré à la jeune fille d'aller se promener, car il faisait beau ce jour-là. Le monsieur a rappelé à Laetitia qu'elle ne pourrait pas retourner dans le Northland avant 1 an. La blonde suggéra à la fille d'aller lui dire au revoir. Au bout d'un moment, le regard de la jeune fille baissa. La brune n'avait personne à qui dire au revoir. La jeune fille se souvint qu'il l'avait forcée à commencer une nouvelle vie, l'arrachant au passé. La blonde lui a proposé de marcher avec lui, car récemment il avait vu plusieurs belles robes au marché. Langaro a suggéré que les brunes leur conviendraient. Le regard de la jeune fille se figea. Les rayons du soleil créaient de magnifiques reflets dans ses yeux. La blonde a demandé à la jeune fille d'attendre un peu et lui a promis d'apporter de nouveaux vêtements. Laetitia examina attentivement son visage. Elle ne pouvait pas croire que c'était son propre reflet, même si la fille était belle avant sa transformation. Langaro a demandé à la brune à quoi elle pensait. Confuse, la jeune fille a supposé que cela aurait l'air arrogant. La brune a dit qu'à son avis, M. Zayon était très beau. La blonde expliqua que l'apparence n'était pas le plus grand atout de Sa Majesté. La jeune fille a demandé si le monsieur utilisait son pouvoir pour créer une apparence aussi attrayante. Riant hystériquement, la blonde a demandé à la dame comment elle avait imaginé cela. Le gars remarqua qu'il n'avait pas autant ri depuis longtemps. Continuant de rire, Langaro expliqua que le monsieur était ainsi depuis sa naissance. Le visage de Laetitia devint cramoisi. Le monsieur a suggéré de passer des blagues au déguisement. Les domestiques revêtirent la jeune fille d'une nouvelle tenue, soulignant sa taille avec une ceinture noire. La blonde remarqua que la dame était très belle dans cette tenue. La jeune fille l'a remerciée pour le compliment. Langaro a expliqué qu'il avait seulement exprimé ce fait. La blonde demanda si Laetitia connaissait son chemin dans le port. En riant, la jeune fille a répondu par l'affirmative, expliquant que c'était sa patrie. Les événements nous amènent au port de Northland. Dès que la jeune fille a quitté le navire, des souvenirs lui sont revenus. La brune venait souvent ici avec son père pour son travail. Laetitia habitait non loin d'ici. Langaro a déclaré qu'il avait entendu dire que des incidents se produisaient souvent dans ce port. Le type a dit que des agents de sécurité leur seraient envoyés au cas où. Et Alexa Wolf était là en tant qu'agent de sécurité. Elle avait la réputation d'être l'épée rapide de Westeros. Laetitia était surprise qu'une fille reçoive cette réputation. La brune a pensé toute sa vie qu'un mec était derrière tout ça. Avec le sourire, Laetitia s'est présentée sous son vrai nom et a assuré qu'elle était ravie de vous rencontrer. Prenant une profonde inspiration, Vanin expliqua à la dame que ce n'était pas du tout le cas. Réalisant son erreur, la brune s'est présentée comme étant Anna Rose Victoire. Après lui avoir baisé la main,
La défenseur dit qu'elle représentait la comtesse Victoire. En regardant le véhicule de côté avec un sourire et une surprise, la brune réalisa qu'elle avait navigué ici sur un paquebot si luxueux. Alexa a déclaré que le navire était la fierté de Westeros et appartenait au Platine Celestia. Très nerveuse, la jeune fille entendit une voix douloureusement familière. La jeune fille remarqua que le navire était bêtement énorme. La blonde expliqua que seuls les bourgeois insensibles choisissent cela. Des gouttes de sueur froide coulent lentement sur votre visage. La brune reconnut ses filles comme étant Olivia et Clarisse. Les aristocrates croyaient que tous les navires devaient être égaux aux leurs. Clarisse a demandé si son amie pensait qu'il n'y avait rien de superflu dans leur confortable ferry. Laetitia posa la main sur la blessure qui n'était pas encore cicatrisée. La brune réalisa qu'elle n'avait même pas remarqué que le vaisseau privé d'Astor se trouvait tout près. La jeune fille expliqua à sa mère que leurs affaires allaient bien. Olivia a suggéré de changer de navire car le leur était déjà trop petit. Elle a expliqué que leur famille devrait voyager sur le bateau approprié. En soupirant, la femme expliqua que sa fille avait raison. L'ancienne famille a discuté de la nécessité de percevoir le capital d'essai de Laetitia. L'horreur envahit à nouveau la brune. Olivia a expliqué que Laetitia n'était d'aucune utilité de son vivant. La jeune fille remarqua qu'elle restait inutile même après sa mort. Se tournant vers ces conversations, la brune expliqua que tout cela était dû au fait qu'Aster était trop gentil. La femme a demandé comment l'homme pouvait penser que son ex-femme était morte à cause de lui et refuser l'argent. Olivia a noté que seule Xenia avait fait une bonne action pour eux. Clarisse a demandé à sa fille si elle avait communiqué avec Lianka. Olivia a expliqué qu'elle était douée pour parler. La jeune fille a déclaré qu'elle était la seule héritière de la famille Snowweezer. La jeune fille aux cheveux bleus a demandé si Lanika était la seule survivante du terrible incendie. Clarisse a suggéré qu'elle apporterait une grosse dot au mariage. En souriant, la femme a expliqué qu'elle l'attendait avec impatience. Clarisse a suggéré qu'elle ferait certainement plus d'efforts que Laetitia. Après avoir écouté cette conversation, les yeux de Brianke se plissèrent de rage. La jeune fille était étonnée d'être décédée si récemment, et ils en parlaient déjà. Le regard d'Olivia se posa bientôt sur la brune. La fille n'a même pas eu le temps de laisser échapper « Oh !» La sœur de l'ex-mari a suggéré qu'à en juger par la tenue, la brune arrivait de l'étranger. Olivia a demandé à Anna de quel continent elle venait. La jeune fille a expliqué qu'elle n'avait pas vu de visiteurs sur leur terre depuis longtemps. La brune se figea dans une stupeur, tandis que son visage était couvert de sueur froide. La jeune fille a demandé à notre héroïne si elle ne connaissait vraiment pas la langue maternelle du Northland. Olivia a demandé si la brune ne connaissait vraiment pas la langue commune des continents. Laetitia réalisa qu'elle devait dire quelque chose. Mais malheureusement, la voix de la brune n'a pas été entendue du tout. Alexa a suggéré à la dame de jeter un œil au port étranger pour voir dans combien de temps il serait temps pour eux de revenir. L'épéiste a invité la brune à en diriger une. Olivia et Clarisse suivirent la jeune fille avec des regards méprisants. En entrant dans le café, Alexa a expliqué qu'elle ressentait une sorte de rhume. Le salon était inondé de soleil éclatant. Les filles parlaient assises à une petite table. L'épéiste supposait que la maîtresse connaissait les filles. La jeune fille a demandé à la dame si c'était vrai. Répondant par l'affirmative, Laetitia a expliqué que ces femmes étaient sa belle-mère et sa belle-sœur. L'épéiste se souvint que la brune voulait dire que les femmes étaient elles. La dame l'a remerciée d'avoir aidé à résoudre la situation. Alexa a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de la remercier, car elle faisait tout pour le bien de M. Zion. La femme de chambre servit à la dame un verre et une tarte. La servante demanda à la brune de manger au moins un peu. L'épéiste a expliqué que perdre du poids et être en surpoids modifie considérablement l'apparence des gens. J'ai expliqué à la dame que parfois, il devient même impossible de reconnaître de telles personnes. La brune sourit et promit de manger un peu. La porte en bois s'ouvrit avec un grincement. Laetitia se figea et se retourna pour entendre une voix familière. L'homme était surpris qu'elle soit là. Aster a noté qu'elle ne savait pas qu'elle se cacherait dans un tel endroit. Toute tremblante, la jeune fille laissa tomber les couverts de ses mains lorsqu'elle entendit la voix d'Astor. Alexa a demandé ce qui s'était passé. Toute tremblante, la brune expliqua qu'il s'agissait de son ex-mari. L'épéiste a demandé à la dame de se calmer, affirmant qu'il ne pourrait pas la reconnaître. La fille aux cheveux roses a fait valoir que Laetitia aurait l'air suspecte si elle était confuse. La brune entendit des bribes de phrases et elle se rendit compte que cela ne lui était pas adressé. La blonde s'excusa d'avoir obligé Astor à le chercher. Le gars a expliqué que la nourriture délicieuse ici lui manquait vraiment. Le nom de la blonde était le vicomte Bryson. Le vicomte a assisté à son mariage en tant qu'ami proche d'Astor. Soupirant de soulagement,
La brune réalisa que personne ne la reconnaissait. Le brun remarqua que son ami lui parlait. Astor a demandé si le blond dirait vraiment ce qu'il faisait habituellement. L'épéiste a demandé à la dame si elle avait repris ses esprits. La dame a assuré qu'elle se sentait un peu mieux. Alexa a suggéré à la brune de partir lentement d'ici. Le vicomte frappa la table avec force et demanda si la brune était sérieuse. Le blond était furieux que son ami lui dise que la mort de sa femme était quelque chose de positif. En serrant les dents, l'ex-mari de notre héroïne a expliqué que la jeune fille n'avait nulle part où aller après le divorce. La brune a expliqué qu'il était peu probable qu'elle puisse se remarier, car il lui était difficile de tomber enceinte. Le vicomte a demandé si la brune avait vraiment décidé de divorcer en sachant cela. Le veuf marmonna qu'il n'était pas impliqué dans des œuvres caritatives. Le brun a expliqué qu'il ne la considérait que comme son ex-femme. Astor a expliqué que sa femme savait à quel point il entretenait une relation sérieuse avec Lianka, mais elle n'a pas reculé. Le veuf a expliqué que l'ex-femme était simplement assise et attendait désespérément qu'il revienne vers elle. La brune a partagé que la fille avait sauté dans la rivière pour le culpabiliser. Le gars a dit qu'il ne voulait même pas profiter de l'avantage parce qu'il ne voulait pas paraître arrogant. Astor a expliqué que son avenir avec Lanika ne nécessitait pas d'argent du sang. Le tremblement parcourut à nouveau le corps de notre héroïne. Alexa se tourna vers Milady pour la sortir de sa transe. La brune était sûre qu'Astor avait refusé l'argent par culpabilité. Des larmes chaudes coulèrent lentement sur les joues de la jeune fille. La brune comprit qu'Astor l'avait trahie jusqu'au bout. La brune a expliqué que si son amant se suicidait à cause d'un divorce, alors c'était ce qui devait arriver. Astor a expliqué à son ami qu'il était désolé de perdre du temps à commémorer le suicide. En se levant de table, Alexa suggéra à la dame de partir rapidement d'ici. Le vicomte a demandé si tout allait bien avec la brune. L'épéiste a expliqué qu'il n'y avait rien de mal avec elle et a demandé aux gars de poursuivre leur dialogue. La blonde a déclaré que dans le Northland, aider les filles qui pleurent est considéré comme de mauvaises manières. Le vicomte a demandé à le contacter s'il pouvait être utile. En colère, Alexa a commencé à prétendre que tout allait bien. En franchissant la porte, la blonde s'excusa d'être en retard. Il s'est approché lentement de la jeune fille et a fait semblant qu'elle pleurait parce qu'il l'avait quittée depuis longtemps. Le bel homme a demandé ce qu'il devait faire. Les larmes ont progressivement cessé de couler. L'espoir brillait dans les yeux de la brune. Alexa a décidé de jouer le jeu et a demandé pourquoi il faisait pleurer la dame en arrivant si tard. Le blond serra étroitement la fille qui pleurait contre lui. Une rougeur cramoisie apparut sur le visage de Laetitia. La jeune fille aux cheveux roses a noté que la brune attendait son amant depuis longtemps. Sion a demandé pardon en serrant fort son corps fragile. Le gars a promis à la brune qu'à l'avenir, il ne la ferait pas attendre aussi longtemps. La blonde a promis à la fille d'acheter ce qu'elle voulait. Sion lui a suggéré de partir d'ici. La jeune fille marchait avec un homme blond le long du talus. Xion demanda à la brune pourquoi elle pleurait encore. Le gars supposait que Laetitia l'aimait toujours. Les larmes coulaient encore sur son beau visage. La brune affirmait qu'elle n'aimait plus. Les yeux bleu ciel transpercèrent la jeune fille. Sion remarqua qu'elle mentait. En soupirant lourdement, Laetitia assura qu'elle était honnête. La brune disait que ses sentiments morts étaient comme des tiges coupées d'où coule le jus pendant un certain temps. Des gouttes chaudes coulèrent sur le visage de la jeune fille. Elle s'est rendue compte qu'elle montrait ses émotions uniquement à cause de son ex-mari. Laetitia avait peur que le maître pense à quel point elle était pathétique. La blonde demanda pourquoi elle recommençait à pleurer comme avant. Le gars releva doucement son visage et la regarda dans ses yeux améthystes. Sionian était surpris que la brune ne le cache même pas. Le blond a expliqué que s'il était à la place de la fille, il se mordrait la langue pour ne pas montrer de faiblesse. Le gars a remarqué que la fille avait besoin d'apprendre une leçon. Laetitia a demandé de quelle leçon il parlait. Le blond se dirigea d'un pas calme vers la voiture qui arrivait. Le gars a expliqué qu'il voulait lui montrer quelque chose. Sion a demandé à le suivre. La jeune fille, les yeux tachés de larmes, pressa sa main contre elle. Les derniers rayons du soleil couchant disparurent, plongeant la ville dans l'obscurité. La voiture se dirigea vers l'un des cimetières. Il faisait complètement noir dehors. La brune hésita et regarda les rayons couchants du soleil et le paysage du cimetière. Sionian demanda, les dents serrées, si elle comprenait où il se trouvait maintenant. Après avoir hésité, la jeune fille hocha la tête affirmativement. Laetitia comprit qu'il s'agissait du cimetière de la famille Winchester. La brune demanda pourquoi ils étaient venus ici. Langara aida la jeune fille à descendre de la voiture. Le monsieur se dirigea vers le cimetière d'un pas assuré. Son manteau flottait au vent léger. Le regard de la brune se tourna entre le gentleman et Langaro. Dans un silence de mort, la compagnie entra dans le cimetière.
À un moment donné, le blond s'arrêta. Le monsieur a demandé à la brune de lire à qui appartenait cette tombe. Sion ordonna à la jeune fille de le faire rapidement. En regardant le monument, Laetitia vit ses initiales. La blonde a demandé à Langaro quelles sont les traditions funéraires dans le Northland. Le gars a dit que l'une des étapes consistait à enterrer dans la tombe les objets que le défunt aimait. Il a dit qu'ils avaient également enterré leurs fleurs préférées, une robe et une photo de famille. Le gars a expliqué que nous mettions également dans la tombe des jouets ou des objets de valeur pour le défunt. La brune a sorti les pâquerettes fanées de ses tombes. Les larmes montaient à nouveau sur le visage de la jeune fille. Sionian a demandé si la jeune fille était intéressée par ce qu'il y avait dans sa tombe. En regardant les pâquerettes fanées, elle expliqua à Sa Majesté qu'elle ne voulait pas savoir cela. Le monsieur a rappelé qu'elle avait dit qu'elle devait en prendre conscience. D'un claquement de doigts, les deux hommes commencèrent à creuser la tombe. Bientôt, le cercueil commença à être visible. L'homme n'était pas du tout surpris que le cercueil soit fait d'un matériau bon marché. Se tournant vers les domestiques, le maître ordonna de l'ouvrir. Bientôt, le tranchant des pelles du bandit s'écrasa contre le couvercle du cercueil. Il y eut un silence retentissant dans le cimetière. Laetitia était choquée et l'envie de vomir lui monta à la gorge. Le monsieur a demandé si c'était trop. Le cercueil tout entier était rempli de détritus. Essuyant la sueur avec sa main, Langar nota que c'était cruel. Le blond remarqua que les proches de la jeune fille étaient allés trop loin en remplissant les ordures. Touchant l'épaule de la brune, Sionian lui rappela qu'à Northland, on mettait habituellement quelque chose associé au défunt dans un cercueil. La blonde a demandé aux gens de le regarder. Le gars lui a demandé si le passé lui manquait encore. La brune regarda avec horreur les sacs poubelles illuminés par le clair de lune. La vision de Laetitia commença rapidement à s'assombrir. Un instant plus tard, la brune perdit connaissance. Ayant attrapé la jeune fille dans ses bras, le blond remarqua à quel point elle était faible. Langaro a expliqué que c'était vraiment choquant. Et il a reproché au monsieur pourquoi il lui avait spécifiquement montré cela. La blonde expliqua qu'une fille aussi stupide n'aurait rien compris sans une telle confirmation. Sionian a expliqué que leur vengeance ne serait pas facile, et il a répondu en notant que les méthodes du maître étaient toujours efficaces. Langaro a expliqué que le problème était que le maître ne connaissait pas les limites. Le blond demanda à Sionian de s'excuser auprès de la dame à son réveil. Le gars a expliqué qu'il souffrirait d'un long cauchemar. La jeune fille s'est réveillée dans une pièce inondée de lumière. En ouvrant les yeux, la jeune fille réalisa qu'il s'agissait de la cabine de son Altesse. Et Laetitia a compris qu'il fallait qu'il revienne. Le maître lui a ordonné de rester immobile. La blonde expliqua que sa fièvre n'était pas encore tombée. Sionian devina que c'était probablement dû au choc qu'il avait reçu. Baissant ses yeux améthystes, elle lui demanda pourquoi elle se trompait. La brune a dit qu'elle voulait faire tout ce qui était en son pouvoir parce qu'elle aimait son ex-mari. Laetitia a partagé qu'elle ne voulait pas apparaître comme une lâche devant les gens. La brune a dit que personne n'en était conscient, mais elle a fait de gros efforts. La jeune fille se demandait si ses sentiments étaient vraiment si mauvais qu'il l'insultait jusqu'à sa mort. La blonde la rassura en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Sionian a expliqué que la jeune fille a fait tout son possible et est tombée dans le piège de ses émotions en choisissant simplement le mauvais partenaire. La brune expliqua à Sa Majesté qu'elle le savait. Sionian a demandé si, même après cela, Laetitia voulait révéler ses sentiments. La jeune fille a déclaré qu'elle avait l'intention de faire en sorte que si son ex-mari se sentait mal, elle sacrifie sa vie et vienne en courant. Laetitia voulait y croire, même si cela s'avérait être un mensonge. La brune était sûre qu'il valait mieux pour elle croire et se laisser tromper que regretter de ne pas avoir cru. La jeune fille a admis que si elle le pouvait, elle se suiciderait de la même manière que Lianka l'avait fait avec elle. La jeune fille sentait que son existence était une erreur. La brune pensait que ce serait mieux si elle n'était pas née. Le monsieur comprit que cette fois Lianka avait raison, car le corps et l'âme de cette fille étaient en train d'être détruits. La blonde a suggéré que la thérapie de choc était de trop. Le gars a estimé que cela avait complètement détruit les fissures existantes. Si on a décidé de prendre ses responsabilités et de s'assurer que son âme ne se brise pas, la blonde réalisa que la fille était comme un cerf qui ne pouvait pas devenir un loup et qu'un mouton ne pouvait pas devenir un tigre. Le monsieur a expliqué à la jeune fille qu'elle était née telle qu'elle estimated. Le gars caressa doucement le visage tendre de Laetitia. Le gars espérait que de tels contacts pourraient aplanir les blessures de la jeune fille. Essuyant ses larmes, le prince a insisté sur le fait que ce n'était pas de sa faute. Replaçant doucement ses cheveux derrière son oreille, Sionian a expliqué à la brune qu'elle avait fait tout son possible et qu'elle était tombée dans le piège de ses émotions en choisissant simplement le mauvais partenaire.
Après avoir embrassé la jeune fille sur le front, la blonde a expliqué qu'elle n'avait pas à en assumer la responsabilité. Le monsieur expliqua que seul l'ex-mari de la jeune fille, qui n'acceptait pas son amour, et sa maîtresse qui la remplaçait, avaient tort. Sion a mis la jeune fille sur le lit et lui a expliqué qu'il devait en porter la responsabilité. Le gaz a demandé à Laetitia de ne pas assumer la responsabilité de la tristesse qu'elle ressentait à cause d'eux. La blonde planait au-dessus d'elle, regardant dans ses yeux améthystes. Il a affirmé que la jeune fille faisait tout ce qui était en son pouvoir et avait confiance en ses sentiments. Le gaz a demandé à la brune de se comporter avec dignité. Fermant les yeux, elle essuya les larmes restantes. En souriant, la blonde remarqua qu'elle avait enfin arrêté de pleurer. Le gars lui a demandé si elle était toujours si triste qu'elle voulait mourir. Bégayant d'incertitude, la jeune fille répondit qu'elle ne souffrait plus autant. Le prince remarqua que cette situation l'affectait toujours. Passant doucement son doigt sur ses lèvres, la blonde expliqua qu'elle pouvait faire quelque chose non pas en vertu de ses devoirs de sel, mais simplement en tant qu'homme. Agrippant une chemise blanche comme neige, elle a demandé si sa douleur interne cesserait après cela. Embrassant doucement la jeune fille, le blond lui répondit par l'affirmative. Une sorte de tristesse brillait encore dans les yeux améthystes de l'héroïne. Il lui embrassa doucement le cou, et il lui a promis qu'elle ne penserait même pas à son ex-mari. Aster Winchester était tout pour Laetitia, mais elle n'était rien pour lui. À côté de lui, la brune s'est toujours considérée comme indigne. La fille était déprimée à chaque fois et se détestait. Laetitia était sûre qu'elle devait le détester, car c'était à cause de lui qu'elle était devenue ainsi. La jeune fille a probablement vu quelque chose qu'elle devrait vraiment regretter. La blonde lui serra doucement la main et la pressa contre le lit. Et Laetitia réalisait maintenant qu'elle devait s'aimer elle-même. Les joues de la jeune fille devinrent rouges alors que la blonde lui demanda de ne regarder que lui. La brune réalisa qu'elle devait faire de son mieux pour celui qui tenait à elle. Le prince la pressa doucement contre lui, l'embrassant sur les lèvres. En sortant du lit, la brune remercia monsieur pour la nuit dernière. La jeune fille a promis d'essayer d'éviter que cela ne se reproduise. Ses cheveux blonds tombaient sur son torse luxueux. Ses yeux bleus étaient calmes, comme toujours. Laetitia a expliqué qu'elle se sent désormais complètement sans valeur. La jeune fille a promis qu'un jour elle deviendrait un outil utile pour la blonde. La brune a demandé à l'homme de ne pas la jeter. Le prince a expliqué qu'il avait commencé à détester Laetitia Violette dès qu'elle avait commencé à faire cela. Souriant, le prince a expliqué qu'il espérait que Anna-Rose Victoire l'apprécierait. Le prince l'informa qu'un emploi du temps strict l'attendait à son arrivée à Kent. Le monsieur expliqua qu'Angara devait veiller au confort de la jeune fille. Le prince lui demanda s'il pouvait lui plaire encore une fois avant de partir. Et il lui a demandé de dire ce qu'elle voulait maintenant. En appuyant sur l'ourlet de sa robe, la jeune fille supposa qu'elle en avait déjà reçu davantage. Confuse, elle a demandé des fleurs. Sion enfilera une chemise blanche comme neige. Le gars lui a encore demandé si elle voulait vraiment des fleurs. Confuse, Laetitia a demandé au moins une fleur. Le prince demanda pourquoi la jeune fille les voulait. En souriant, la brune a expliqué que son amie lui avait raconté qu'après la première nuit avec son amoureux, elle avait reçu un bouquet de fleurs. Laetitia a expliqué qu'à ce moment-là, elle était très jalouse d'elle, car elle ne recevait jamais de fleurs. En souriant, la jeune fille lui expliqua qu'il était temps pour elle de partir. Le blond la suivit des yeux. Le gars s'est retourné et a vu un marchand avec des fleurs. Xion fut surpris qu'il ne s'agisse que de fleurs. Des rayons brillants clignotaient sous l'éclat du soleil sur l'eau. Laetitia regarda les décorations et les desserts. Alexa a demandé à la dame si elle aimait la promenade autour du port de Kent. Elle a dit qu'elle avait vraiment apprécié la promenade, sans remarquer la douleur dans ses jambes. Prenant une profonde inspiration, l'épéiste fut surprise de ne pas l'avoir remarqué. La brune lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle était très intéressée. Souriante, l'épéiste demanda à la dame d'aller vite se reposer. Laetitia remarqua que la fille avait travaillé très dur, et lui demanda de se reposer ici aussi. Lorsque Laetitia ouvrit la porte de la chambre, le parfum des fleurs remplit ses poumons. Sa chambre était parsemée de nombreuses roses et ressemblait davantage à une serre. Laetitia se figea, se souvenant de la demande de lui donner au moins une fleur. La brune regarda le bouquet les larmes aux yeux. La jeune fille n'avait jamais reçu de fleurs avant ce moment. Laetitia s'est rendue compte qu'elle reviendrait l'année prochaine et deviendrait l'Anna Rose idéale pour Sa Majesté. La blonde lui a offert le printemps après une demande de fleurs. Le temps a traité équitablement ceux qui ont infligé les blessures et ceux qui les ont reçues. Anna Rose était dans l'état depuis un an entier. La jeune fille se demandait s'il vivait bien. Le prince ne l'a jamais contacté pendant tout ce temps.
Le type aux cheveux roux lui a demandé à quoi elle pensait. La jeune fille lui a demandé quelles pourraient être, selon lui, les pensées de la personne à charge. Edgar lui a demandé de ne pas dire ça. Le marquis expliqua que la jeune fille était très importante pour leur famille. Baudrin était une famille de marquis célèbres pour leur production viticole. Ils sont devenus les fondateurs d'une partie des traditions et de la culture particulière de l'État de Kent. Les marquis ont collaboré avec Sionian et ont également confirmé l'identité d'Anna-Rose Victoire. Elle a assuré que c'était très gentil de leur part. Le gars a dit qu'il avait entendu dire qu'il était temps pour la brune de retourner dans le Northland. Edgar a rappelé à la jeune fille qu'elle devait y résoudre ses affaires. Levant une tasse de thé, la jeune fille expliqua que grâce à cela, elle pourrait devenir Anna-Rose Victoire. Edgar a dit qu'il était très inquiet, car la jeune fille pourrait se retrouver prise sous la pluie après avoir quitté cet endroit. Le marquis craignait que la jeune fille ne se force à sourire avec des yeux tristes, comme la première fois ici. Anna l'a remercié pour votre sollicitude et lui a expliqué qu'elle avait beaucoup changé cette année. Très embarrassé, le marquis suggéra que ce serait une demande étrange. Edgar a demandé si la jeune fille pouvait reconsidérer sa décision concernant son départ. En entrant dans la pièce, la fille aux cheveux roux a demandé au gars ce qu'il marmonnait là. Marie a demandé pourquoi son frère lui demandait s'il savait lui-même que cette demande était étrange. La jeune fille a demandé quel genre de mots on disait sur la pluie. Marie a demandé à Anna pourquoi elle écoutait ces absurdités. La fille aux cheveux roux a plaisanté en disant qu'une fille de Kent pouvait s'appeler après quelque chose comme ça. En riant, elle a demandé pardon. La marquise demanda pourquoi elle s'excusait. La brune a expliqué que chez Kent, il y a un dicton « baisser les voiles dès le début sous la pluie ». La jeune fille a expliqué que cela montre parfaitement à quel point elle a perdu son temps précieux. Après avoir applaudi, Marie constate que c'est parfait. La jeune fille serra Anna dans ses bras, notant que personne ne la prendrait pour une étrangère. En souriant, la brune a expliqué que tout cela était grâce à ses merveilleux mentors. En souriant, la marquise remarqua que la jeune fille la flattait. La brune a répondu qu'elle n'était en aucun cas flatteuse, car enseigner aux gens était un travail difficile. La jeune fille a expliqué qu'elle lui était reconnaissante pour la formation. Embrassant la brune sur la joue, Marie remarqua à quel point elle était devenue plus jolie. Embarrassée, la marquise expliqua qu'elle avait beaucoup étudié et qu'elle méritait donc une récompense. La fille aux cheveux roux a remis une enveloppe à notre héroïne. Elle a expliqué qu'il s'agissait de sa nouvelle carte d'identité. Les yeux d'améthyste brillaient, car à partir de ce moment, la comtesse Victoire devint une parente des marquises. Souriante, la marquise a félicité sa nouvelle sœur. La comtesse serra Marie très fort dans ses bras et la remercia sincèrement. La jeune fille remarqua que la brune restait une enfant émotive. Marie a expliqué que le gars pouvait sortir. Anna était incroyablement heureuse de revoir Langaro. En souriant, le blond remarqua qu'il n'avait pas vu la dame ici depuis longtemps. Le gaz a remarqué qu'elle commençait à avoir une bien meilleure apparence. Langaro a noté que c'était une bonne décision de confier la brune aux soins des Borden. La brune était incroyablement heureuse que le monsieur ne l'ait pas oubliée. Anna a demandé s'ils allaient bien. Le blond rapporta qu'ils étaient occupés à travailler avec son Altesse Sionian. Comme toujours. La jeune fille lui a demandé ce qu'ils faisaient ici. Laetitia a demandé s'ils étaient revenus la chercher à la fin de l'année. Souriant, le blond expliqua qu'il était là pour voir si la jeune fille allait bien. Langaro tendit à la jeune fille une enveloppe avec un seau de cire. La blonde rappela à la jeune fille qu'elle avait étudié pendant tout ce temps. Le gars a dit qu'elle avait été félicitée dans chaque rapport. Les marquis rirent maladroitement. Angaru a demandé à la fille de jeter un œil. Anna ne savait même pas que cette lettre était une invitation à un goûter. Marie expliqua qu'il s'agissait des princes Sullivan. Ils organisaient chaque année une grande cérémonie du thé au début de l'été et invitaient principalement des familles de Kent. Langaro a expliqué à la jeune fille qu'il n'y avait pas de meilleure chance de devenir originaire de Kent. Il a expliqué que la jeune fille pourrait se faire connaître auprès de nombreuses familles issues des hautes sphères. La brune réalisa immédiatement que ce serait comme un test. Le gars lui a demandé de s'assurer que pendant le goûter, personne ne sache qu'elle était étrangère. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un ordre. Laetitia a demandé si elle devait prendre le mauvais verre. Marie a expliqué qu'il faisait trop sombre pour la journée. La jeune fille remarqua que le bleu allait bien à sa sœur. Mais cette fois, il valait mieux prendre celui-là. Marie se souvint qu'aujourd'hui serait la première apparition publique de la brune. En souriant, elle demanda ce qu'elle disait. Marie se souvient que la fille sortait réellement pour la première fois. La sœur a dit à Rose d'être confiante et lui a légèrement tapoté le dos, lui disant de ne pas s'affaisser et de redresser ses épaules.
La fille aux cheveux roux lui rappela qu'elle connaissait très bien les théories grâce à son étude approfondie et qu'elle ne se tromperait pas si elle prenait tout en main. La jeune fille aux cheveux roux a demandé à sa sœur si elle savait quel était son plus gros problème. Avec perplexité, Anna a demandé de quoi elle parlait. La sœur a expliqué que la fille était trop modeste et que les filles de Kent n'étaient pas du tout comme ça. La brune, se regardant dans le miroir, enfila une robe rose pâle. Marie a expliqué que chacun a ses défauts. La sœur a expliqué à la jeune fille qu'il n'est pas du tout nécessaire d'être parfait pour prendre confiance en soi. La fille aux cheveux roux a expliqué qu'il suffirait d'essayer un peu pour devenir plus confiante. La brune regarda son reflet dans le miroir avec admiration. Marie a expliqué à sa sœur que ce qu'ils avaient refait était mal. La sœur a expliqué à Anya qu'après tout, elle n'avait commis aucun crime. Laetitia, en la remerciant, a expliqué qu'elle avait un délit tel que la falsification d'identité et la falsification de documents. La jeune fille a remarqué que sa vie en tant qu'Anna Rose Victoire commence par enfreindre la loi. Marie a demandé si sa sœur ne porterait pas cette robe. La brune expliqua qu'elle le ferait, puisque la marquise l'avait choisie pour elle. La jeune fille aux cheveux roux a suggéré que les pierres précieuses pourraient être bleues. Marie propose de se retrouver dans la salle le matin. Sans cacher sa joie, la brune demanda si la marquise y allait aussi. En riant, la marquise expliqua qu'elle était la première à recevoir l'invitation au goûter. Laetitia a réalisé à quel point la marquise était bonne, car elle aurait pu l'envoyer seule. Mais à cause du travail, ils vont la voir ensemble. Souriante, elle remercia Marie. La lune illuminait la chambre de la jeune fille. La brune réalisa qu'un nouveau jour était enfin arrivé. Elle doutait de pouvoir y faire face. Laetitia ouvrit soudain les yeux. Elle faisait des cauchemars sur la façon dont elle avait été acceptée dans la famille Astor. La maîtresse du gars a suggéré que c'était comme s'ils étaient devenus une seule famille, puisqu'ils se réunissaient ainsi. Le brun expliqua à sa maîtresse combien il attendait ce moment depuis longtemps. La jeune fille a demandé si Laetitia serait triste à cause de ces mots. Tout en buvant du vin dans un verre, le gars a affirmé que sa femme ne ferait que nuire à leur bonheur. Laetitia se demandait quand elle pourrait sortir de cet enfer récurrent. Des souvenirs lui traversèrent la tête, quand le prince remarqua qu'elle était insupportable. Le gars, à ce moment-là, a remarqué qu'elle commençait à avoir meilleure mine, mais qu'elle était toujours faible le matin. Sion remarqua alors qu'il y avait une sorte d'attrait dans la faiblesse de la blonde. À ce moment, Laetitia remarqua que Sa Majesté sentait le soleil. L'homme lui a embrassé la tête et a expliqué qu'elle sentait les larmes. À ce moment-là, la jeune fille est devenue curieuse de savoir quelle était cette odeur. Sion expliqua que l'odeur était légèrement salée et amère et un peu sucrée. Le blond remarqua que l'odeur lui rappelait celle de ce rideau mouillé par la pluie, qu'il tenait tendrement dans ses mains. La jeune fille a assuré qu'elle se sentait vraiment beaucoup mieux. Laetitia a admis qu'elle avait encore des difficultés dans les instants avant et après le sommeil. La blonde a expliqué qu'elle ne sait pas quand cela va se terminer. Le prince promit de la coucher ce jour-là et prit la jeune fille dans ses bras. Sion l'a amenée dans la pièce dont on se souvient avec des fleurs. Avec un sourire aux lèvres, elle le remercia. La jeune fille a assuré qu'elle n'oublierait jamais cet acte. L'arôme des fleurs mêlé à l'odeur de la cire fondue. Levant son visage et rapprochant le sien d'elle, l'homme lui expliqua qu'il pouvait lui donner bien plus. Posant le corps fragile sur le lit, la blonde promit de tout mettre en œuvre pour y parvenir et de l'embrasser tendrement. Malheureusement pour Laetitia, ce ne sera qu'un rêve. Les chevaux tiraient lentement la voiture. En regardant par la fenêtre, la jeune fille réalisa que c'était tout simplement un rêve incroyable. À ce moment-là, il sembla à la jeune fille que son amant venait vraiment à elle. La sœur a demandé à Rose à quoi elle pensait. Marie a demandé si la brune était vraiment inquiète. La brune expliqua qu'elle éprouvait peu de telles sensations. La sœur a expliqué à Rose qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter et qu'il valait mieux suivre son exemple. La jeune fille aux cheveux roux a demandé à sa sœur de faire de son mieux pour qu'elle puisse être fière d'elle. Rose lui a promis d'essayer. La voiture roulait lentement entre les maisons luxueuses. Le cheval noir tapait du sabot sur les pavés. Marie dit à la jeune fille qu'ils étaient enfin arrivés. La porte de l'élégante voiture s'ouvrit. Laetitia souleva lentement l'ourlet de sa robe et sortit de la porte. Edgar remarqua que la fille ressemblait à une princesse et il y avait une étincelle dans ses yeux. Elle a expliqué que le soleil brillait fort aujourd'hui. Maria renifla en disant que le spectacle était ridicule. En tendant l'éventail à sa sœur, la jeune fille lui rappela qu'il ne l'avait jamais complimentée. Détournant les yeux, le marquis demanda pourquoi sa sœur faisait du bruit. Marie attrapa brusquement sa chemise. Ils commencèrent à se disputer pendant que Rose les regardait. La brune demanda à Marie de regarder là-bas. Marie couvrit ses lèvres charnues d'un éventail.
La jeune fille remarqua avec un sourire subtil que les invités commençaient à se rassembler. Les filles aux cheveux roux ont proposé de montrer aux gens leur belle-sœur. Laetitia regarda derrière sa sœur et demanda qui l'homme s'approchait d'elle. La brune a été agréablement surprise de voir la célèbre Marie Baudrin. Mordant légèrement son éventail, la jeune fille a demandé qui était cet homme car elle ne connaissait pas des personnes aussi peu connues. L'homme a été choqué par une telle impudence et a demandé à la jeune fille de ne pas faire semblant. La brune se rappela qu'ils s'étaient déjà croisés plusieurs fois. Se couvrant le visage avec un éventail, elle le regarda avec surprise. En souriant, Edgar remarqua qu'il n'avait pas vu le comte Hayden depuis un certain temps. Le comte demanda comment allait son Altesse le marquis Edgar. En pointant son éventail vers la brune, la jeune fille lui a demandé combien de temps il continuerait à lui créer des ennuis dans son dos. Marie se souvenait que la belle-sœur du gars était sa fan. La marquise remarqua que le comte était devenu fou parce qu'il avait forcé sa belle-fille à la suivre. Hayden expliqua qu'il était venu ici en premier et que Marie était venue après lui. Se couvrant d'un éventail, la marquise demanda s'il était devenu le sien. Hayden lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il ferait quelque chose comme ça. Une jeune fille aux cheveux coupés courts et à la robe bleue à fleurs accourut vers la marquise. C'était la fiancée du comte, Hayden Challen. La brune rougit et remarqua que Maria était très belle aujourd'hui. La jeune fille dit que la marquise était encore plus étincelante que les pierres de cette robe. La jeune fille aux cheveux roux remercia Challen avec un sourire. La petite fille demanda qui était la compagne de la marquise. La jeune fille a dit que la comtesse Anna Rose était sa parente. La marquise expliqua que la brune était occupée à s'occuper de l'héritage après le récent décès de son père. Il n'était donc possible de présenter la comtesse que maintenant. En s'inclinant, la brune s'est présentée sous le nom d'Anna Rose et a assuré qu'elle était très heureuse de vous rencontrer. Hayden remarqua que sa nouvelle amie se distinguait par sa beauté. La femme aux cheveux bruns a suggéré que la jeune fille était si belle parce qu'elle était une parente de Madame Marie. Hésitant un peu, Rose la remercia. L'ourlet rose de la robe bruissait le long de la route. Les filles chuchotaient avec incrédulité que devant elles se trouvait la comtesse de l'État de Kent. L'ancienne belle-sœur a remarqué qu'ils s'étaient déjà croisés dans le Northland. Les yeux de la brune s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut Olivia. Hazel a partagé avec sa nouvelle amie qu'Olivia était une de ses amies arrivée du Northland. La fille aux cheveux verts s'est présentée comme étant Olivia Winchester. Anna Rose essaya de se forcer à ne pas s'inquiéter. La jeune fille se rappela qu'elle n'était plus Laetitia Violette. Anna expliqua avec un sourire qu'elle se souvenait de leur rencontre au port. Les yeux pétillants, Olivia a expliqué qu'elle se souvenait de la fille parce qu'elle était très belle. L'invité de Northland a remarqué que la jeune fille n'avait pas changé du tout. S'approchant du type aux cheveux roux, Olivia lui demanda s'il était le marquis Edward Borden. La fille a dit que Challen lui avait dit qu'il était le frère aîné de Marie. Les joues rouges, Olivia s'approcha du marquis. Le gars a répondu que si elle était une Winchester du Northland, alors il avait aussi entendu parler d'elle. Edgar a expliqué que la demande de thé blanc de Winchester avait récemment augmenté en tant que production dans le Northland. Il y avait de la joie sur le visage de l'invité. Elle demanda si le marquis connaissait vraiment son frère. Le gars a insisté sur le fait que leur état était un état commercial. Marquis a partagé qu'il s'intéresse également à la situation d'autres pays en tant qu'entrepreneur. En se tenant les joues, la jeune fille a demandé comment son frère avait pu avoir une telle idée. La jeune fille a suggéré d'importer du thé blanc de Westeros. Un silence de mort planait sur l'entreprise. La jeune fille remarqua alors que les visages du marquis montraient qu'Angara leur racontait comment elle vivait dans le Northland. Edgar a rappelé que le thé blanc avait contribué à neutraliser le problème de l'eau dure dans le Northland. Le gars s'est souvenu que l'eau purifiée avec du thé blanc était bonne pour la peau. Edgar a demandé à l'invité comment il avait appris les capacités du thé qui poussait uniquement à Westeros. Le marquis a noté qu'en raison du goût aigre de la boisson, son importation avait dû être arrêtée dans le Northland. Hazel a expliqué que le thé blanc n'est pas du tout populaire. Olivia croisa les mains et expliqua qu'elle était gênée de l'admettre. Mais lorsque son frère voulait juste démarrer cette entreprise, toute la famille était contre. Les membres de la famille pensaient que son frère était fou de vouloir reprendre le thé, ce qui avait déjà échoué à l'époque. L'invité a partagé qu'à ce moment-là, personne n'avait pris son parti. Olivia a affirmé qu'Astor n'avait fait cela que par lui-même. Une image de souvenir apparut devant les yeux de Laetitia. La jeune fille s'est souvenue qu'elle soutenait son ex-mari et qu'elle avait même emprunté de l'argent pour l'aider. La brune a fait la promotion des affaires d'Astor, c'est pourquoi son père... Olivia a remarqué que le destin des gens peut vraiment être incroyable. Notre héroïne était même heureuse de ne plus s'en souvenir, même après un certain temps. Souriante,
L'invitée a expliqué qu'elle ne pensait pas qu'ils pourraient se revoir. La jeune fille aux cheveux verts a expliqué qu'elle espérait vraiment qu'ils s'entendraient bien. Il était inhabituel pour la brune d'entendre de tels mots, et son regard baissa à nouveau. Olivia, remarquant que la brune était nerveuse, se contenta de la regarder d'un air interrogateur. Pour égayer le silence imminent, Anna remarqua que l'invité avait un très beau sac. Les yeux pétillants, une fille aux cheveux émeraude a demandé si le motif était vraiment beau. Olivier a dit que le sac était livré dans un ensemble avec un éventail. L'invité a ouvert son éventail pour révéler toute la beauté du motif dentelle. La jeune fille aux cheveux émeraude a partagé que l'accessoire était fabriqué à partir de soie rare, importée de la lointaine Istrie. La brune a expliqué qu'elle pensait que c'était une très belle chose, mais il s'est avéré qu'ils étaient importés. Notre héroïne a suggéré qu'une robe faite d'un matériau similaire aurait fière allure. Olivia agita son éventail. Elle a demandé comment sa nouvelle amie avait découvert cela. L'invité a partagé qu'il s'agissait à l'origine d'une robe, mais qu'elle a été modifiée. En souriant, Anna expliqua qu'elle était vraiment désolée, car cela lui aurait très bien convenu. La brune demanda ce qui s'était passé. Confuse, Olivia a expliqué que sa défunte sœur lui avait en fait laissé la robe. L'invitée a expliqué qu'elle pense au défunt chaque fois qu'elle regarde ces choses. La jeune fille a expliqué qu'elle aimerait vraiment remonter le temps. En regardant Olivia dans les yeux, Laetitia n'arrivait pas à croire ce qu'elle pensait d'elle. Rose a demandé si la jeune fille avait entendu l'histoire de la baronne qui avait manqué sa défunte sœur et qui avait quitté sa chambre pendant 40 ans. Hazel joignit les mains et demanda si son interlocuteur parlait de la baronne Métaux. Rose répondit par l'affirmative, expliquant qu'elle avait pris soin de la chambre avec tant de diligence qu'il semblait que son propriétaire était sur le point de partir. En souriant, Olivia remarqua que dans tous les pays, il régnait une même nostalgie du défunt. L'invité a remarqué que tel était le sort de ceux qui allèrent dans l'autre monde. La brune en colère remarqua que Lady Olivia avait ruiné l'objet du défunt et en avait fait un sac. La jeune fille soupira lourdement en entendant une telle remarque. La fille aux cheveux verts détourna nerveusement le regard, pensant à une excuse. En souriant, Olivia explique que les objets accrochés dans les placards ont tendance à être oubliés. La sœur d'Astor a expliqué qu'elle avait peur d'oublier sa sœur. Les yeux de Hazel s'écarquillèrent de plaisir et de noblesse similaires. S'éventant avec un éventail, Marie a demandé si Olivia portait toujours un sac avec un éventail. L'invitée a expliqué qu'elle souhaitait vraiment laisser un souvenir de sa sœur décédée. Un ami a touché l'épaule de la femme en deuil et lui a suggéré à quel point c'était difficile pour elle. La brune plissa les yeux et réalisa que c'était un mensonge. Notre héroïne s'est rendue compte que les vêtements ne conviendraient tout simplement pas à sa belle-sœur. Contrairement à Laetitia, Olivia était plus mince et avait de longs membres. La brune s'est souvenue que lorsqu'elle avait été expulsée de la maison, sa sœur l'avait délibérément ridiculisée. Laetitia a compris qu'elle ne pouvait pas porter la robe tout le temps. Notre héroïne a compris qu'elle aimait apparemment beaucoup la robe, puisqu'elle a décidé de la modifier. Laetitia était furieuse que sa belle-sœur puisse faire une telle chose au souvenir de sa grand-mère. En donnant un coup d'épaule à sa sœur, Marie lui demande d'être patiente. La baronne rappela à la jeune fille que Langarou pouvait le voir à tout moment. Le comte demanda à la jeune fille pourquoi sa sœur était morte. Le gars a expliqué qu'il lui semblait que la fille était jeune et qu'il n'y avait pas une si grande différence d'âge entre eux. Olivia a expliqué que l'ambiance dans la famille ne convenait pas à la nouvelle sœur. L'invité a partagé que toute sa famille avait essayé de montrer de l'amour au défunt. Le menteur a expliqué que peu importe leurs efforts, la blonde ne pouvait pas trouver le bonheur. Les larmes aux yeux, Olivia supposa que leur amour ne lui était pas parvenu. La sœur d'Astor, en sanglotant, a insisté sur le fait que lorsqu'elle a quitté leur famille, elle voulait la suivre. Hazel a demandé à la fille de ne pas pleurer, car tout cela appartenait au passé. La jeune fille en sanglots aux cheveux émeraude a partagé que son âme lui faisait mal à chaque fois qu'elle se souvenait qu'elle ne pouvait pas l'aider. La brune se replia lentement sur elle-même. Laetitia voulait dire qu'elle n'avait pas choisi la mort, mais ils l'ont tuée. Laetitia voulait lui demander si elle regrettait vraiment de ne plus pouvoir rien voler. Marie a demandé à l'invité pourquoi elle était venue ici du Northland. La jeune fille a déclaré qu'elle avait décidé de voyager parce qu'elle voulait voir le port populaire de Kent. La baronne remarqua que c'était assez loin. La fille aux cheveux roux a demandé si Olivia était arrivée avec quelqu'un. Souriante de la visite, elle a expliqué qu'elle était venue seule. Mais comme elle a un chaline, on peut supposer qu'elle est avec une amie. En souriant, la jeune fille aux cheveux roux a expliqué qu'elle était surprise qu'une femme célibataire vienne seule dans un autre État. La baronne a noté que Northland est très conservateur en ce qui concerne les filles. En s'éventant, Marie a suggéré que ce n'était que ses stéréotypes.
Vanessa a expliqué qu'elle était étonnée que les invités soient venus ici seuls. Olivia est immédiatement devenue sombre. Laetitia s'est rendue compte que lorsqu'elle se marierait, il pourrait dire du mal d'elle. Je ne comprenais pas comment mon ex-belle-sœur avait obtenu l'autorisation de faire un si long voyage. Agrippant fermement l'ourlet de sa robe, Olivia a déclaré que sa mère avait exprimé le désir qu'elle découvre le monde. Les invités ont expliqué que sa mère se souciait d'elle et l'aimait tellement. La jeune fille remarqua à nouveau le mensonge, car l'amour de Carissa était un fils exemplaire. Lorsque les actions d'Aster ont augmenté grâce à des affaires réussies, la famille ne pouvait pas associer leur fille à une bonne naissance, la libérant dans la société, elle l'envoya seule en voyage. Anna réalisa que l'invité cachait quelque chose. La princesse a assuré qu'elle était très heureuse d'avoir décidé d'assister à son événement. S'inclinant, Edgar expliqua que c'était un honneur pour eux d'être invités. La blonde expliqua qu'elle était reconnaissante de leur arrivée. La princesse demanda pourquoi ils étaient tous réunis ici. Se retournant et serrant sa sœur dans ses bras, Edgar lui expliqua qu'il n'y avait rien de tel et lui demanda de leur pardonner. Regardant l'invité d'un air méprisant, la brune se demanda si elle pensait vraiment qu'ils s'arrêteraient là. Laetitia savait que ceux qui intimident ne s'en souviennent jamais, mais les victimes se souviennent de tout. Anna était prête à rembourser intégralement son ancienne belle-sœur pour tout. Une mélodie agréable a été entendue dans toute la région. Le violoniste produisait magistralement des sons divins. Les invités d'honneur se sont assis et ont discuté de quelque chose à table. En regardant les musiciens, la brune remarqua à quel point la musique était belle. La jeune fille s'est rendue compte que la belle mélodie, la nourriture délicieuse et la noble conversation de l'élite étaient un excellent endroit pour rejoindre cette société. Anna Rose marchait derrière les marquis, et il y avait une certaine incertitude dans ses yeux. Un peu derrière ses amis, la jeune fille remarqua un chat. Fluffy regarda la fille avec ses yeux ambrés. La jeune fille se demanda si c'était vraiment le chat des princes. Notre héroïne s'est timidement assise à côté de l'animal. Laetitia se demanda si elle devrait peut-être en prendre un à son retour. Avant cela, la jeune fille ne pouvait pas avoir de chat car son ex-mari était allergique à la fourrure. Marie rapporta que leur table était là. Le frère demanda à Rose de se dépêcher et de partir vite. Laissant le chat, la jeune fille se dirigea rapidement vers la table. Le chat observait la jeune fille avec un regard attentif et inquisiteur. Ma sœur s'est commandé le thé noir le plus fort avec du vin et un sandwich au poisson et au basilic. Le marquis demanda la même chose que sa sœur. Pour la première fois depuis longtemps, Laetitia se sent vraiment comme une personne de quinte. Au départ, notre héroïne a eu du mal à s'habituer au fait qu'ici on boit tout avec du thé. S'approchant de Rose, le serveur lui demanda ce que la jeune fille voulait. La brune expliqua que du thé à la crème lui suffirait. Notre trio s'est assis à table en buvant du thé. Des mélodies légères et discrètes régnèrent dans l'air. En s'approchant du marquis, Marinette remarqua qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Une connaissance a supposé qu'il était très occupé puisqu'il ne venait pas naviguer sur un yacht. La blonde a expliqué qu'ils attendaient un mec et que cela a bouleversé toute leur compagnie. Edgar a expliqué que la période d'expédition du vin était prévue pour bientôt. Il avait donc effectivement été très occupé pendant tout ce temps. Les gars ont demandé si tout était prêt. Des amis m'ont rappelé qu'ils l'attendaient avec impatience. Les gars ont assuré que Lady Mary était belle comme toujours. La jeune fille se mordit légèrement la lèvre. Des amis ont remarqué qu'il n'y a pas de robe qui ne convienne pas à une femme. La fille était aussi brillante qu'un corail marin. Les yeux verts brillèrent au compliment, et la jeune fille se couvrit le visage d'un éventail. Le gars lui a demandé si elle avait le temps de savourer le thé. La jeune fille l'a remercié de lui avoir prêté autant d'attention. La marquise supposa qu'il voulait demander autre chose. La brune, très gênée, demanda qui était le compagnon de la marquise. Le gars remarqua qu'il rencontrait la brune pour la première fois. De nouvelles connaissances ont remarqué que Rose était charmante. Le gars a admis qu'au début, il n'en croyait pas ses yeux. Et il lui semblait même que la jeune fille était une héroïne sortie d'un tableau. En souriant, Marie expliqua que la jeune fille était sa sœur cadette et éloignée. La marquise demanda si la brune était vraiment belle. Laetitia savait qu'elle avait 2 ans de plus, mais elle choisit de garder le silence. Posant sa main sur sa poitrine, la jeune fille la salua et se présenta comme étant Anna Rose Victoire. Hésitant un peu, la blonde lui demanda si elle était réellement de la famille Victoire. Le gars se souvenait que cette famille descendait des Borden. Elle a assuré que les gars avaient raison. La jeune fille a assuré que presque personne n'en était au courant, que son arrière-grand-père en avait parlé un jour. Une connaissance a rappelé que presque toutes les Victoires étaient mortes subitement et que de ce fait, l'avenir de leur famille était incertain.
Le comte expliqua qu'il était très surpris de rencontrer la brune. Le gars a admis que la question de leur hérédité l'intéressait beaucoup. Laetitia est devenue très nerveuse. Le marquis interrompit la jeune fille. Il a expliqué que c'était vraiment étonnant, car même après tant de générations, la couleur de leurs cheveux restait la même. Le gars se souvenait que l'arrière-grand-père de la brune avait des cheveux si noirs qu'il était surnommé Raven. La jeune fille, gênée, remercia son frère. La brune demanda de quoi ils discutaient si activement. Le gars a assuré qu'il était très intéressé. Il était étonné que la brune soit une parente de Marie. Le comte remarqua que la jeune fille, si jeune, était déjà l'héritière de la famille. Rose a insisté sur le fait qu'elle était heureuse de rencontrer tout le monde. Notre héroïne a expliqué qu'elle avait besoin de s'éloigner un moment. La brune réalisa que cela pourrait être la fin de la cérémonie d'introduction. La jeune fille réalisa qu'elle était un peu inquiète et qu'elle devrait se reposer un peu. Aizen a demandé à sa sœur si elle allait porter une bague turquoise. Notre héroïne a écouté la conversation du comte. Rappelons au gars qu'il a choisi les manchettes bleues précisément à cause de cela. La femme aux cheveux bruns a expliqué que c'était étrange, mais lorsqu'elle s'est lavé les mains avant de sortir, elle a laissé la bague sur la table. Elle a insisté sur le fait qu'à un moment donné, l'objet avait tout simplement disparu. Le gars a suggéré que la fille aurait pu le laisser tomber. Elle a assuré qu'elle le pensait aussi, mais qu'elle ne pouvait pas le trouver. Le gars a suggéré que les bijoux auraient pu rouler sous les meubles. Il a expliqué qu'il devait demander aux femmes de chambre et bien le chercher à nouveau. Le comte rappela à la femme aux cheveux bruns qu'elle avait récemment embauché une nouvelle servante. La femme aux cheveux bruns a assuré qu'Anna ne pouvait pas être une voleuse. La jeune fille a rappelé que sa bague avait un motif très inhabituel et qu'il ne pouvait même pas être vendu aux commerçants. La brune espérait qu'Olivia ne pourrait pas faire quelque chose comme ça loin de chez elle. En entrant dans la pièce, notre héroïne aperçut un invité. Elle fut visiblement surprise par l'apparition de la comtesse Victoire. Notre héroïne s'est rendue compte que son ex-belle-sœur venait de cacher quelque chose dans sa manche. Elle a demandé à la jeune fille comment elle avait apprécié le goûter à Kent. Elle a demandé si leur goûter était différent de ceux du Northland. Olivia a expliqué que l'atmosphère était inhabituelle, mais qu'elle avait son propre zeste. L'invité a expliqué que sa nouvelle connaissance et Lady Marie attiraient beaucoup d'attention. La jeune fille remarqua que la brune était tout simplement incroyable. Notre héroïne a pris le pinceau, voulant retoucher son maquillage. Laetitia a expliqué qu'elle était simplement une parente de Maria, et que c'est pour cette raison qu'elle avait attiré l'attention. Olivia remarqua que pour une raison aussi simple, la brune était trop entourée de monde. L'invité, souriant, compara notre héroïne à une étamine cachée dans une fleur. Laetitia s'est rendue compte que son ancienne belle-sœur recevait moins d'attention qu'elle ne l'espérait. Il s'est avéré que l'invité se faisait des illusions sur la façon dont elle aurait des conversations intéressantes avec les gars de cet État sur les différences entre les pays. Rose réalisa qu'elle et Marie avaient surpassé tout le monde. Notre héroïne a demandé à l'invité ce qu'elle faisait ici. Avec hésitation, Olivia expliqua qu'elle était fatiguée à cause du long voyage. En souriant, la brune suggéra qu'elle était probablement fatiguée de communiquer. La brune a demandé à la jeune fille de ne pas faire attention à elle et de se reposer. Laetitia réalisa qu'Olivia n'avait même rien touché. La brune a laissé entendre qu'elle n'avait pas corrigé ses habitudes. Notre héroïne a compris que Chalène aurait vraiment pu perdre la bague par accident. La jeune fille a essayé de la convaincre que c'était impossible. La brune démêla ses cheveux épais. Laetitia se souvint que lorsqu'elle entra dans les toilettes, l'invité cachait définitivement quelque chose. Rose expliqua qu'elle était un peu fatiguée car elle était debout depuis le matin. La jeune fille posa sur la table une épingle à cheveux avec des pierres bleues brillantes. Olivia a demandé si elle voulait vraiment changer de vêtements pour sa sieste. Notre héroïne a dit qu'elle voulait seulement se reposer une demi-heure. L'invité a remarqué les décorations qui brillaient au soleil. Les aiguilles des secondes bougeaient, soulignant le silence avec un tic-tac modéré. Olivia appela la comtesse Victoire. La jeune fille sourit et réalisa qu'elle dormait profondément. Un invité d'un autre pays entendit des conversations approcher. Elle se figea quelques secondes lorsqu'elle entendit quelqu'un demander s'il y avait des toilettes ici. Quelqu'un l'a confirmé, et il a expliqué qu'elle était ici l'année dernière. Olivia regarda nerveusement autour d'elle et réalisa qu'Anna Rose dormait. En souriant, la jeune fille prit les bijoux sur la table. Après s'être réveillée, notre héroïne se dirigea vers la coiffeuse. En souriant, la jeune fille vit que naturellement la précieuse épingle à cheveux n'était pas là. Une des filles remarqua que Rose n'était pas visible dans le jardin. La femme aux cheveux bruns était là. La brune a dit qu'elle s'était allongée pour se reposer car elle était très fatiguée. Laetitia a demandé quelle heure il était. La blonde assura qu'il était un peu plus de 5 heures du soir.
La jeune fille a demandé à Rose s'il l'avait réveillée par accident. Notre héroïne a remercié les filles de l'avoir aidée à se réveiller à l'heure. Laetitia a expliqué que s'ils ne l'avaient pas réveillée, elle aurait dormi pendant tout l'événement. Une fille vêtue d'une robe rose vif a prévenu notre héroïne que Marie la cherchait. La brune a expliqué que dans ce cas, elle devait y aller. Elle cherchait son épingle à cheveux sur la coiffeuse. Il marmonne quelque chose à propos de sa belle-sœur. Une fille vêtue d'une robe rose vif a demandé ce qui s'était passé. Rose expliqua que son épingle à cheveux manquait. La jeune fille a assuré que la chose lui avait été offerte par une personne chère. La femme aux cheveux bruns a demandé à quoi ressemblait la chose et a promis de l'aider à la retrouver. Laetitia a expliqué qu'elle serait très reconnaissante et a décrit la perte. L'épingle à cheveux avait à peu près la taille d'une paume et était décorée de saphirs. Des amis ont suggéré que c'était très cher et nous ont suggéré de le rechercher rapidement. Tous les trois fouillèrent chaque recoin des toilettes. Tremblant tout le monde, Chalène demanda à la comtesse si elle était sûre d'avoir perdu la décoration de cette pièce en particulier. La blonde a suggéré que les bijoux auraient pu tomber dans le jardin ou dans la voiture en chemin. Les larmes sont apparues dans ses yeux, et la jeune fille a expliqué que les bijoux étaient définitivement avec elle avant d'aller se coucher. Notre héroïne a compris que si elle accusait directement Olivia, la coupable se sentirait en danger. La jeune fille a suggéré de signaler la perte aux Sullivans. Elle a affirmé que le prince aiderait certainement à trouver quelque chose de précieux pour Rose. La jeune fille a supposé qu'elle devrait le faire puisqu'il ne pouvait pas la trouver. Laetitia s'est rendue compte qu'il serait plus rentable pour elle de convaincre des tiers. Prenant la main de sa nouvelle amie, elle la remercia de l'avoir aidée à chercher son épingle à cheveux. En souriant, Chaline a expliqué qu'elle espérait que la comtesse Victor rendrait toujours l'objet de valeur. Notre héroïne pensait que les filles étaient devenues ses témoins actifs. Le son d'une cloche dorée fit irruption dans la pièce. Chaline a demandé si la brune avait entendu cela. Laetitia savait que cette sonnerie signifiait l'arrivée de membres de la royauté ou d'invités influents proches d'elle. Elle a suggéré que nous y allions rapidement. C'était l'ancienne coutume de Kent enseignée par la jeune fille Marie. Lorsque la cloche sonnait lors d'un événement, tout le monde devait quitter ce qu'il faisait et se rassembler. La jeune fille ne comprenait pas qui pouvait arriver, car ces personnes ne figuraient pas sur la liste des invités que Langaro lui avait montrée. La brune regarda avec intérêt, car il lui montra la liste des invités. La blonde a remercié les invités d'être venus à ce modeste goûter. Qu'elle était très heureuse que des invités inattendus viennent à eux. Elle ne pouvait pas croire que le roi serait présent. Des mains gracieuses tirèrent le rideau. Les yeux de Laetitia s'illuminèrent d'un éclat lorsqu'elle fut présentée au prince Sionian, le sel des mères de la famille Summerhurst. Après avoir sonné, la luxueuse blonde a supposé que tous les invités étaient déjà arrivés. La jeune fille ne pouvait pas croire que Salt lui-même était apparu en personne. Elle ne pouvait pas croire que le prince était venu la voir. Notre héroïne s'est souvenue de leur dernière nuit. Les souvenirs traversèrent la tête de la jeune fille comme une image vivante. Rose supposait que Sionian était définitivement venu vérifier comment elle s'acquittait de sa tâche. La brune essaya de se convaincre qu'il n'était lié à lui que par un accord. La jeune fille réalisa qu'il serait insensé d'attendre plus. Laetitia essayait de se forcer à arrêter de trop réfléchir aux petites choses et à se concentrer sur le test. Et elle ne voulait pas le décevoir. En souriant, notre héroïne a expliqué à la jeune fille qu'elle ne savait pas qu'elle pourrait le voir. La jeune fille a expliqué que la blonde était comme les rayons du soleil, belle et magnifique. Se dirigeant vers la comtesse, la baronne demanda à la brune ce qui s'était passé. Rose expliqua qu'ils parlèrent de l'arrivée du sel. Marie a demandé à la brune si elle avait vraiment peur de son apparence. Notre héroïne, visiblement nerveuse, a répondu qu'il n'y avait rien de tel. La brune commençait déjà à s'inquiéter de l'épingle à cheveux manquante, mais maintenant le blond était là. La jeune fille doutait de pouvoir faire une scène maintenant. La jeune fille a demandé à sa sœur si elle s'était épinglé les cheveux aujourd'hui. La fille aux cheveux roux a demandé où était passée l'épingle à cheveux. En roulant nerveusement ses cheveux autour de son doigt, notre héroïne a expliqué qu'elle avait décidé de dormir un peu et que les bijoux avaient disparu à ce moment-là. Elle se demanda si quelqu'un aurait pu prendre l'épingle à cheveux. Chalène s'est approchée de la baronne et lui a demandé ce qui s'était passé. En soupirant, Marie explique que quelqu'un a empiété sur l'épingle à cheveux de son proche. La comtesse a demandé si quelqu'un avait pu voler l'épingle à cheveux. Embarrassée, la brune expliqua qu'il n'y avait rien de mal à cela et que son épingle à cheveux avait tout simplement pu se perdre. Chalim a demandé comment la jeune fille pouvait dire une telle chose, puisqu'elle avait déjà dit qu'elle avait l'épingle à cheveux avant de s'endormir. Visiblement nerveuse, Rose a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un voleur. La comtesse demanda qui pouvait oser faire une chose pareille.
L'un des hommes a demandé s'il y avait quelqu'un ici qui voulait prendre l'accessoire de notre héroïne. Je vais expliquer quelque chose que quelqu'un de Kant n'aurait pas fait ça. L'homme a demandé si quelqu'un avait une idée. Une fille aux cheveux noirs a demandé s'il y avait autre chose que l'arrivée du sel. Blonde, tu as dit que les affaires de la comtesse Victor manquaient. Courant vers la fille, Olivia lui demanda ce qui s'était passé. En regardant cette brune avec mépris, elle réalisa que sa belle-sœur avait été attrapée. Saisissant la main de l'invité de l'autre côté, Rose lui demanda si elle avait vu l'épingle à cheveux. Olivia a demandé de quelle couleur était l'accessoire vert ou bleu. La brune remarqua quelque chose d'étrange car la dernière chose dont elle se souvenait était leur conversation dans le salon. Notre héroïne a expliqué qu'à son réveil, l'épingle à cheveux n'était plus là. Nerveusement, elle demanda à nouveau à l'invité. La foule a commencé à spéculer que Lady Olivia aurait pu faire cela. Les gens pensaient qu'il n'y avait personne dans la pièce autre que Lady Olivia qui aurait pu faire cela. Laetitia savait très bien que l'invité adorait la couleur bleue. Notre héroïne a perdu beaucoup de choses près de chez elle, et elles étaient exactement bleues. Les pertes comprenaient des bijoux en aigue marine et une robe de soirée bleue fraîche, ainsi que des chaussures en soie avec saphir bleu. Aujourd'hui, elle choisit une image qui n'est pas pour ce piège. Mais c'était inattendu pour elle. Une invitée d'un autre pays a expliqué qu'elle se souvient également de la façon dont la brune a enlevé son épingle à cheveux avant de se coucher. L'invitée étrangère a tenté d'expliquer qu'elle avait immédiatement quitté les toilettes et qu'à ce moment-là, la décoration était toujours là. Olivia a suggéré que peut-être quelqu'un d'autre était entré dans la pièce après elle. Chalène a affirmé qu'elle et un ami étaient arrivés après la disparition de l'objet. La femme aux cheveux bruns a expliqué que la comtesse avait découvert la perte parce qu'il l'avait accidentellement réveillée à l'entrée. La comtesse a demandé à son amie si elle les soupçonnait réellement de volume. Olivia, agitant ses mains avec émotion, a expliqué qu'elle ne voulait pas dire les choses de cette façon. La jeune fille a demandé si Olivia était sortie immédiatement après s'être elle-même endormie. L'invitée a affirmé qu'elle craignait de réveiller Rose. Notre héroïne a demandé approximativement à quelle heure cela s'était produit. Olivia a insisté pour qu'elle parte avant 5 heures. La brune a déclaré qu'elle se souvient avoir à peine entendu le tintement des cloches lorsqu'elle s'est endormie. Rose a demandé si Olivia était partie avant 5 heures du soir. Chalène a expliqué qu'il l'avait également entendue en entrant dans la pièce. La femme aux cheveux bruns a demandé à son amie si elle se souvenait de la façon dont ils avaient parlé de leur départ dans exactement une demi-heure. Notre héroïne nous a expliqué que Lady Sophie est venue après la disparition de l'épingle à cheveux. Elle a expliqué qu'elle pouvait le garantir. Se couvrant le visage avec ses mains, Chalène a demandé si la comtesse la soupçonnait vraiment de volume. Sophie a expliqué que ce n'était vraiment pas elle. Après avoir payé, l'invité a expliqué que la comtesse allait trop loin. Chalène a expliqué qu'elle avait autre chose à ajouter. La jeune fille était sûre que son amie d'un autre pays n'était pas ce genre de personne. Chalène expliqua que l'invité venait tout juste d'arriver à Kant. La femme aux cheveux bruns a demandé à reconsidérer sa décision et a suggéré qu'une erreur avait pu se produire. Rose a demandé à la dame si elle avait perdu des bijoux récemment. La femme aux cheveux bruns se souvint de la bague récemment perdue. Un léger grondement résonna dans la foule. Les gens commençaient à douter que l'épingle à cheveux de la comtesse et la bague de Lady Chalène n'étaient pas du tout une coïncidence. Poussant un cri, Olivia expliqua que ce n'était vraiment pas elle. L'invité, ouvrant les bras, proposa de vérifier. La princesse se tourna vers la comtesse Victoire et Lady Olivia. La blonde expliqua qu'elle avait déjà entendu dire qu'il y avait eu un volume lors du goûter. La princesse a demandé si elle pouvait aider avec quoi que ce soit. Gosse a demandé si elle pouvait devenir témoin. En rougissant, Olivia a demandé à vérifier ses affaires pour prouver son innocence. La fille a demandé si l'invité voulait vraiment qu'elle fasse ça. Olivia a expliqué que tout le monde serait convaincu si la blonde faisait ça. La princesse a suggéré d'entrer et de résoudre calmement le problème entre les filles. L'invitée a déclaré effrontément qu'elle voulait régler les choses ici et prouver qu'elle n'avait rien volé. En ouvrant les bras, la suspecte a demandé à le faire ici. Avec un gros soupir, la princesse accepta cette proposition. La suspecte a tendu son sac à main sans aucun remords. En regardant à l'intérieur, la princesse confirma que la pochette était vide. Après avoir palpé la robe et le châle de la jeune fille, l'organisateur a expliqué qu'il n'y avait rien. Rose a demandé à Lady Olivia si elle pouvait aussi regarder. L'invité a demandé si la brune ne croyait vraiment pas la princesse Sullivan. En souriant, la princesse expliqua que tout était en ordre et permit à la comtesse de le faire si elle le souhaitait. Rose a commencé la recherche par les manches, puis s'est déplacée vers l'ourlet de la robe et la poitrine.
Notre héroïne s'est rendue compte que le décolleté du voleur était trop ouvert, et elle a compris qu'elle ne pourrait pas y grimper ouvertement. Olivia a recommencé à insister sur le fait qu'elle n'avait rien. Après s'être abaissée, la jeune fille commença à examiner l'ourlet de la robe. Les invités ont demandé avec indignation ce que faisait la comtesse. Rose a demandé à son invitée de ne pas bouger si elle voulait prouver son innocence. Olivia, poussant un cri, demanda « Ce que faisait la brune ?» Notre héroïne a senti le bas, provoquant une chute brutale d'Olivia. De façon inattendue pour la foule, un anneau s'est déroulé. Olivia se figea lorsque Chalène remarqua que la bague lui appartenait. L'invitée a commencé à prouver à son amie que ce n'était pas elle. Olivia a tenté de se justifier en disant qu'elle avait trouvé le bijou par accident et qu'elle souhaitait le rendre plus tard. Chalène a demandé à son amie pourquoi elle n'avait rien dit, car elle était très au courant de cette perte. Olivia s'assit à genoux, ne comprenant pas quoi faire ensuite. La jeune fille a rappelé que Hélène avait spécialement sélectionné la tenue assortie à cette bague. La comtesse expliqua qu'elle soupçonnait son amie dès le début. Chalène a expliqué que la bague avait disparu après que l'invité ait visité sa chambre. Olivia a demandé d'attendre et de ne pas tirer de conclusions hâtives. J'ai essayé de prouver à mon ex-amie qu'elle pouvait tout lui expliquer. En souriant, la brune a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire cela, car en plus du fait que la bague était tombée sous la jupe de la fille, notre héroïne avait également trouvé un pinceau. La princesse se souvint qu'elle avait laissé ses pinceaux dans les toilettes des invités. L'invitée a tenté de se justifier en affirmant qu'elle n'avait pas volé le pinceau et qu'elle ne pouvait certainement pas le prendre. La blonde, l'air sombre, a demandé si Olivia l'avait vraiment volé. La princesse demanda si le reste des vols avait été commis par la jeune fille. Souriant à l'invitée, elle a demandé si les personnes présentes savaient qui était son frère. La jeune fille a rappelé qu'elle était la sœur d'Astor Winchester de Northland. La suspecte a demandé pourquoi elle volerait si leur famille avait déjà beaucoup d'argent grâce à une entreprise prospère. En buvant du vin, la blonde a suggéré que c'était sa mauvaise habitude. La blonde apprit qu'à cause de cette habitude, la jeune fille avait été envoyée en exil. La voleuse a expliqué qu'elle obéissait simplement à ses parents parce qu'ils voulaient qu'elle voyage. Langaro a rappelé que dans la société, cela s'appelle l'exil. L'invité a demandé quel genre de fausses accusations avaient été portées contre elle. Olivia a soutenu avec zèle qu'elle ne touchait pas aux affaires des autres. Le gars a suggéré que c'était pour cela qu'elle avait touché le mari de quelqu'un d'autre. Olivia Winchester était la deuxième fille du marquis de Northland. La jeune fille a assisté à la 3e saison d'événements publics. Mais jusque-là, elle était encore célibataire. Le gars se souvenait que ses passe-temps étaient d'assister à des courses de chevaux ou d'admirer des peintures. Langaro a rappelé que pour cette raison, des rumeurs avaient circulé sur sa liaison avec le directeur de l'hippodrome Robin. La blonde a rappelé que la jeune fille avait ensuite quitté l'État, mais la date de son retour n'a jamais été connue. Le gars a demandé à la dame s'il avait fait une erreur dans quelque chose. Le visage d'Olivia était rempli d'horreur silencieuse. Les souvenirs ont emmené notre héroïne à l'époque où elle s'appelait encore Laetitia. Une fille aux cheveux blonds a expliqué à notre héroïne qu'elle ne faisait pas confiance aux hommes. En buvant du thé, la blonde a expliqué qu'elle voulait seulement leur hérédité particulière. Robin Amand est né dans une famille pauvre de barons à l'étranger. Mais il a eu la chance que la fille unique du prince Hirschbent l'ait choisie. Larissa. Laetitia a demandé si son amie était inquiète, mais elle a expliqué qu'elle ne s'inquiète pas des rumeurs qui circulent autour du bonhomme. Et elle affirmait que son père ferait tout pour elle. Selon une amie, le père aimait beaucoup sa fille et éprouvait un dégoût tout aussi fort pour son gendre. Il n'était pas surprenant pour un homme que de tels déchets se comportent comme des déchets. Malheureusement, le père de la fille ne pouvait rien faire, car le gars était aussi un homme. L'homme regardait avec mépris depuis la fenêtre s'occuper de sa fille. L'homme s'est débarrassé de toutes les filles qui étaient avec Robin à sa place, et ils n'ont même plus pensé à les approcher. La jeune fille remarqua qu'Olivia était devenue complètement folle, commettant de tels actes effrontément et sans un pincement au cœur. L'homme a suggéré que l'invité ne s'intéressait qu'à la propriété de quelqu'un d'autre. Il sympathisa sèchement et théâtralement avec la jeune fille. En souriant, la princesse expliqua au voleur qu'elle devrait les accompagner. Se tordant comme un serpent entre les mains d'un serviteur, Olivia tentait de prouver qu'elle pouvait tout expliquer. Notre héroïne a été surprise que l'invité se comporte toujours avec autant d'audace, même s'il n'était pas dans le Northland. En souriant, la blonde expliqua qu'il y avait eu un léger accroc, mais que le goûter n'était pas encore terminé. La princesse a partagé qu'un concert avait lieu près de la fontaine et a souhaité à tous de profiter de la merveilleuse musique. Rose a donné à l'organisateur de la fête le pinceau volé. S'étant inclinée, la princesse partit. Les yeux de la brune brillaient d'espoir que la princesse parvienne à retrouver son épingle à cheveux.
Pour Laetitia, cela ne changerait pas grand-chose si elle le perdait. Mais en même temps, la jeune fille était très inquiète que l'accessoire ait été acheté avec l'argent de Sa Majesté. Notre héroïne a compris que cet accessoire appartenait au prince. Il faudrait donc le restituer. Longan s'est soudainement approché et s'est adressé à la dame. La jeune fille frémit de surprise. Il a demandé pardon de lui avoir fait peur. Souriant, le brun lui demanda ce qu'il voulait. Le gaz a dit que Xionian voulait la voir. La blonde invita la jeune fille à entrer. Rose devint très nerveuse lorsqu'elle s'adressa à son Altesse. Xion lui a demandé à quoi elle pensait en faisant cela. Le gaz a dit que sa valeur serait perdue dès qu'elle serait révélée. Des yeux bleu ciel profond transperçaient notre héroïne de part en part. Le prince expliqua que c'était une décision trop hâtive. Baissant la tête, la brune demanda pardon. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas prévu cela. La jeune fille a promis d'être plus prudente à l'avenir afin que cela ne se reproduise plus. Xeon releva le visage de la brune et remarqua qu'elle était plutôt talentueuse. La blonde a expliqué qu'il avait remarqué comment la jeune fille s'habituait au rôle avec les pauses et les intonations. Il lui expliqua que c'était dangereux, mais qu'il était prêt à lui pardonner. Le gars a remarqué comment son ami résistait à son ennemi sans hésitation. Le prince s'appuya plus confortablement sur le dossier du canapé. La fille lui a demandé s'il avait vraiment découvert qu'Olivia serait à la fête de thé d'aujourd'hui. Le prince demanda si sa réponse changerait quelque chose. Laetitia savait très bien la raison pour laquelle elle devait assister au goûter. La jeune fille réalisa que la blonde testait Anna Rose et voulait en même temps voir si Laetitia ferait face à son passé. Le gars lui a demandé ce qu'elle ferait si elle ne trouvait pas les objets manquants. Rose a expliqué qu'elle était sûre que cela arriverait. La brune a également assuré que la situation le montrait clairement. Mais juste au cas où les preuves ne seraient pas suffisantes, elle aurait élaboré un autre plan. La comtesse savait qu'Olivia ne disait qu'une seule vérité. Le voleur n'a vraiment pas volé les pinceaux puisque la brune l'a fait elle-même. Notre héroïne s'est préparée pour que le voleur n'ait aucune chance de battre en retraite. En souriant, la blonde remarqua que c'était assez cruel de sa part. Rose a demandé au prince pourquoi il l'avait aidée. La blonde demanda comment c'était. Zion a demandé à la brune si elle aurait redressé le verre si elle pensait qu'il était sur le point de tomber. Rose était un peu déprimée, réalisant que le gars la traitait vraiment comme un pion. La jeune fille ne comprenait pas à quoi elle s'attendait en sachant cela. La blonde remarqua qu'elle avait à nouveau cette expression sur son visage. Notre héroïne lui a demandé de quoi il parlait. Sion remarqua ses yeux brûlants et lui demanda s'il lui manquait vraiment et si elle le voulait. Le prince remarqua que la jeune fille ressemblait à celle qui tremblait dans ses bras et tremblait sous lui. Le blond assit Rose sur ses genoux et lui demanda si ses suppositions étaient vraies. Fermant les yeux, la jeune fille a admis qu'elle s'ennuyait beaucoup. Elle lui était reconnaissante car il lui avait apporté une chaleur et un soutien que la jeune fille n'avait pas ressenti depuis longtemps. Rose se souvint que c'était il y a déjà 1 an. La fille a alors demandé à la blonde s'il l'aimait bien. La blonde demanda si elle voulait vraiment entendre la même chose en réponse. Après avoir jeté la fille sur le canapé, il se souvint qu'elle était tout aussi ennuyeuse. Et cela aussi requiert de l'attention, mais il a ensuite peur si on la lui donne. Le gars a demandé pourquoi elle devait lui manquer. Le prince a expliqué qu'il pouvait se procurer une brune à tout moment. La jeune fille a rappelé qu'elle pouvait trouver n'importe qui elle-même si elle le voulait. La fille a suggéré qu'elle était juste. Elle supposait que le prince se sentait simplement désolé pour elle. En frottant doucement son nez contre son oreille, le gars expliqua à Laetitia qu'elle réfléchissait trop. Tenant la fille, la blonde murmura que sa tête était si pleine que les mots sortirent d'eux-mêmes. Il a expliqué que vous ne pouviez pas dire qu'elle vous manquait autant qu'il lui manquait. Le prince a partagé qu'il voulait la voir, parce que ses yeux ressemblaient à des violettes et que la pitié débordait. Le gars a demandé à la fille d'abandonner son autoflagellation, une vieille habitude. En regardant son amant avec des yeux saphirs, notre héroïne a admis qu'il lui était difficile de faire cela elle-même. Le prince expliqua qu'il ne pouvait l'aider que d'une seule manière. Il a baissé sa robe de sa poitrine luxueuse. Le gars l'embrassa doucement dans le cou. Il a dit qu'il devrait insister jusqu'à ce qu'elle se débarrasse de toutes ses pensées. Le prince lui a demandé si cela lui avait manqué.